Je suis pas héritier. Je me suis jamais marié avec une femme très riche. Donc j'ai dû travailler, j'ai dû gagner de l'argent. Et pour gagner de l'argent, comment on fait? Il faut être au milieu, c'est tout. Vous êtes mis au milieu de quoi? On est presque surpris quand on arrive là-bas de voir des personnes habillées en tenue traditionnelle musulmane être largement supérieures aux occidentaux. Si le Moyen-Orient devient la nouvelle Europe, quelle serait la place de l'Europe actuelle sur l'échiquier mondial? Ça va être la nouvelle Afrique, malheureusement. Il n'y aura pas d'argent, il y aura de grandes problématiques sociales, beaucoup de corruption. Ça rappelle l'Afrique, tout ça. Et du coup, on va où comme ça? Moi, selon moi, on va dans le mur. Il faut aller entreprendre ailleurs. Est-ce qu'il vous arrive de collaborer avec les services de renseignement français? Ils m'ont contacté. Actuellement, si vous me posez la question, est-ce qu'il y a un Donald Trump? Il n'y a ni Musk, il n'y a ni Trump en France, non? Nothing. Non, nothing. ouais, vous pouvez le dire. Les meilleurs, on les a parfois, mais on veut pas les faire travailler, parce qu'on n'est pas patriote. Pas de leader, pas de vision, pas d'avenir. Parce que woke, ça veut dire quoi? Ça veut dire réveiller au départ. Donc si être réveillé, c'est devenir une fille quand on est un garçon, je m'inscris en faux, personnellement. C'est pas être réveillé du tout, ça. Est-ce que quelqu'un comme... pourrait incarner le Trump français? Je pense en tout cas qu'il en a envie et qu'il y pense tout le temps. C'est une info que vous nous donnez quand même là. Quel est votre dark side à vous? Un côté un peu démoniaque quand même, un peu manipulateur par moment. Ah ouais? Oui, ça c'est le côté sombre. Très rarement. Tom, est-ce que vous croyez en Dieu? Dans un monde en perpétuel changement, comprendre les dynamiques géopolitiques et économiques est essentiel, et c'est exactement ce que mon invité du jour nous invite à explorer. Entrepreneur et essayiste, il est une figure incontournable dans l'analyse de ces grandes transformations. Régulièrement sollicité dans différents médias pour sa maîtrise des sujets philosophiques, économiques et géopolitiques, son regard affûté nous invite à réfléchir en profondeur pour mieux comprendre le monde d'aujourd'hui et appréhender celui de demain. Très présent dans le paysage médiatique, son audience ne cesse de croître, touchant un public de plus en plus large. Directeur de la rédaction de Géostratégie Magazine, producteur de l'émission Philoscopie sur TV5 Monde, il est également auteur de plusieurs ouvrages. Patriote assumé, attaché aux valeurs traditionnelles, grand amateur de vin et de cigares, à 29 ans, son expertise est reconnue et respectée, et il est avec nous aujourd'hui. Tom Benoît, bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans le Manal Show. Ah oui. Et merci pour cette présentation. Je vois que vous avez fait une petite enquête sur les vins et les cigares, et c'est juste. Tout à fait. J'aime toujours faire des petites enquêtes avant de recevoir mes invités. Très bien. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Je vais en découvrir peut-être sur moi. Exactement. Alors, comme on l'a vu dans cette présentation, c'est vrai, Tom, vous faites énormément de choses. Vous intéressez à différents sujets. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est de quelle partie de votre parcours vous êtes le plus fier aujourd'hui? Je suis fier de rien, je suis vraiment pas quelqu'un de mégalomaniaque à ce niveau-là, je suis fier à la rigueur de celui que j'ai été vis-à-vis de mes proches, de ma famille, de mon père, de ma grand-mère. Je suis fils unique, fils de fils unique, j'ai une mère très absente, donc je suis fier des gens que j'ai aimés, des gens qui m'ont construit, et puis après de quelques personnes, des femmes, des hommes qui m'ont aidé dans la vie aussi, et qui ont fait partie de ma vie en quelque sorte. Mais sinon je suis pas fier du parcours, j'ai eu la chance de réussir entre guillemets un peu le début de ma vie au sens où je le voulais, c'est-à-dire rencontrer les personnes qui m'intéressaient et évoluer dans les directions qui m'excitaient, qui m'exaltaient. Mais ça, c'est pas une fierté, on n'est pas fier du plaisir qu'on prend, ça. Donc vous valorisez davantage les relations humaines, les connexions humaines et sociales que vous avez. En termes de fierté, oui. On peut être fier d'ailleurs généralement de sa famille, de sa progéniture. Je n'ai pas encore d'enfants, mais on est souvent fier de ses enfants plus que du reste, même plus que de ses parents normalement. Ou alors fier de sa patrie, ou même justement fier de ses parents, lorsqu'ils ne sont plus là, au sens patriote du terme, c'est-à-dire au sens de nos racines et des personnes qui étaient là avant nous, sur un même territoire, dans une même lignée. Pour moi, c'est ça la fierté, mais on peut pas être vraiment fier d'avoir écrit un livre, ou d'avoir réussi une entreprise, d'avoir réussi une affaire, ou d'avoir vécu une aventure. Ça, vous pensez ? Oui, parce que c'est une jouissance, il y a un rapport à la... Vous êtes fier ou fier après avoir fait l'amour, vous êtes fier après avoir mangé un bon plat, dégusté de bons mets. Non, vous avez pris du plaisir tout simplement. Mais ça tout mérite de même, pas de fierté. Pas de fausse modestie tout de même, vous avez fait énormément de choses, vous avez réalisé beaucoup de choses pour quelqu'un qui a seulement 29 ans. Ouais. Beaucoup de personnes de votre âge n'ont pas fait même le tiers ou le quart de ce que vous avez fait. Il n'y a pas quelque chose en particulier quand même dont vous êtes fier, ou alors qui vous a apporté une forme de satisfaction très forte?
Vous dites, ah ouais, quand même, j'ai fait ça, quoi. Mais professionnellement, très peu, parce que ça a été des découvertes, essentiellement. Et la partie la plus visible, en plus de ma vie, est-ce que même là, aujourd'hui, par exemple, des participations dans des médias représentent le segment, on va dire, le moins valorisant, même de ce que j'ai pu faire. J'ai écrit un ouvrage de philosophie quand j'étais très jeune, j'en parle très peu, un second ensuite sur l'architecture, mais qui était très philosophique également. À la rigueur, je serais plus fier de ça, au sens de la fierté, mais pour rejoindre vos mots, que de certaines émissions qui vont énormément buzzer, pour paraphraser le jargon actuel. Si je fais une interview de, bon, ça a été Bruno Le Maire ces derniers temps, ou même lors de certains passages sur CNews aussi, ou sur TV5 Monde, qui buzzent un petit peu ensuite sur les réseaux, qui sont repris, je voyais sur un passage qui était repris dans TPMP sur CNews il y a 2 jours. Est-ce que ça mérite la fierté? Non, sincèrement. Je suis pas fier d'une parole qui a été lancée sur CNews il y a 3 jours et qui est reprise 2 jours après sur TPMP, sur C8. Par contre, oui, un des ouvrages que j'ai écrit, par exemple l'aphorisme sur l'architecture, je peux être un petit peu plus fier lorsque je suis chez moi et que, par hasard, ça arrive rarement, mais je vais le reprendre sur une étagère, je jette un coup d'œil sur une citation que je trouve pas mal, et à ce moment-là, je me dis, aujourd'hui encore, j'aurais plaisir à réécrire ça. Là, je peux avoir un petit sentiment de satisfaction. Moi, je trouve aussi qu'on peut tirer beaucoup de fierté, de satisfaction de l'écriture, parce que c'est un processus qui est très difficile mentalement, oui. Ça demande beaucoup d'énergie, et beaucoup d'abnégation aussi. C'est difficile, moi j'ai écrit toujours beaucoup d'abnégation, c'est juste ce que vous dites, j'ai toujours écrit dans la difficulté, pour ainsi dire, pas en prenant plaisir à écrire, mais parce qu'il faut le faire en quelque sorte. On est un peu dans le sens de la maïotique, justement, l'accouchement des âmes, voilà, pour une femme, vous le comprenez encore mieux, je crois pas qu'une femme accouche par plaisir, mais par satisfaction par contre, et c'est un peu une forme d'accomplissement aussi, le plus naturel qui puisse être justement chez une femme, et l'acte d'écriture, on va dire, est beaucoup plus d'ailleurs féminin que masculin, parce qu'il faut être assis pour écrire, il faut être immobile, il faut être un petit peu plus moins physique, en acte en quelque sorte. Moi ça me correspondait peu, parce que j'ai toujours été très actif, très sportif, très entreprenant aussi, et comme vous le disiez précédemment, j'ai toujours aimé être en activité, même dans la pensée, avec des réflexions avec les autres, avec des échanges, en voyageant beaucoup. Et l'immobilité de l'écriture, immobilité contrainte, forcée, parce qu'effectivement, si on doit écrire, on est contraint d'être concentré. Pour être concentré, il faut être immobile. On peut pas écrire en étant à la rigueur debout sur un tabouret, mais on va pas assis sur un tabouret, mais on peut pas marcher, écrire en marchant, ça c'est pas possible. Et c'est vrai qu'aussi, à l'ère d'Internet, des réseaux sociaux, des médias digitaux, tout ça, l'acte d'écrire, le livre, ça reste quand même quelque chose de crédible. Ça donne une forme de crédibilité à ce qu'on fait, à son travail. J'accorde pas beaucoup de choses, pas beaucoup d'importance à cette forme de crédibilité. Je pense être assez crédible sur bien des points, mais par rapport à ce que je peux exposer, dire, penser, conclure avec différentes personnes. Mais la crédibilité de façade, c'est vraiment quelque chose que vous ne recherchez pas forcément. Que je recherche pas du tout. D'accord, c'est bien, vous avez confiance en vous. Oui, ça va. Et qu'est-ce qui vous motive à faire ce que vous faites aujourd'hui? Quel sens vous donnez à toutes ces réalisations? Moi, je pense que on a tous une mission sur Terre dans son aventure humaine. Pas pour sauver le monde, pas pour construire le monde. Je serais pas un dictateur, je serais pas un président, peut-être pas, je pense pas, il y a peu de probabilités. Mais qui sait? Mais je pense que la première des aventures qu'on a réalisées, c'est la sienne, et qu'on la comprend généralement à la fin du parcours, mais qu'on la ressent toute sa vie, à tous les instants. Alors, vous répondre, je vous le dirai pas, parce que c'est la quête principale d'une existence, on ne la confie jamais, ou alors vraiment quand on est très très vieux, ce qui n'est pas encore mon cas. Mais par ailleurs, ce que je veux dire par là, c'est que tout au long de sa vie, on vit par rapport à ce qu'on considère comme étant ce que l'on doit faire, ce qui est congruent pour mener son existence, et je pense que c'est une fidélité à laquelle on ne doit jamais déroger. Et ça nous ramène au pouvoir fondateur de l'habitude. C'était le philosophe Émile Chartier, Alain, qui disait l'habitude, que je me souvienne bien, est cet art de faire mieux les choses en n'y pensant pas qu'en y pensant. Et si vous vous habituez à manger sainement, par exemple, à vivre sainement, c'est-à-dire tout simplement à être congruent. Et on va pas entrer dans les détails, parce que ça dépend, si vous êtes une femme de 80 ans ou un homme de 20, vous n'allez pas manger la même chose pour manger sainement. Évidemment. Et
à ce moment-là, je pense que le plus important, justement, est d'être congruent et d'être adapté à ce qui doit devenir nos habitudes, ce qui doit devenir notre cadre de vie, son cadre de vie très, très personnel. Moi, c'est des sujets qui m'intéressent beaucoup et je pense qu'on pourrait faire tout un épisode là-dessus. Mais je sais, Tom, que votre temps est compté. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet, si vous le voulez bien. Je vous suis. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Tom, vous considérez que le Moyen-Orient est en passe de devenir la nouvelle Europe. Ce terme-là m'intéresse beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quelle est votre vision? Qu'est-ce que vous entendez réellement par ça? Oui, bien sûr. Alors, tout d'abord que je suis un usurpateur, puisque c'est Mohamed Ben Salman qui a dit « Nous deviendrons la nouvelle Europe ». Je dis ça en plaisantant, mais je reprends donc le terme de la formule de MBS qui dit « Nous allons devenir la nouvelle Europe ». Et vous validez? Je valide absolument, parce que la construction de l'Europe était basée sur un conglomérat de cultures différentes, on s'en aperçoit bien lorsqu'on est aux États-Unis, et que l'on s'adresse à des Américains. Les Américains ne vous disent pas « je vais en France » ou « je vais en Italie », ils vous disent « je vais en Europe ». Et comme nous, en France, voyons bien que nous sommes une sédimentation de différentes cultures régionales, de moins en moins aujourd'hui. Maintenant, il y a eu, notamment par l'immigration aussi, c'est différent aujourd'hui parce qu'on est finalement un conglomérat de différentes cultures internationales en France, parce qu'il y a eu beaucoup d'immigration sur ces 40 dernières années principalement. Donc la physionomie de la France est très différente également de ce qu'elle était il y a 40 ans et de ce qu'elle est aujourd'hui. Mais à la base, la France, c'est la Corse, la Normandie, la Provence, différentes régions, et l'Europe, c'est donc l'Italie, Rome, avant même l'Italie, l'Espagne, la France, et sans avoir de problèmes sociaux, principalement en ayant une capacité de résilience assez développée, une forte charge historique, de la richesse sous tous les plans, et c'est un peu tout ce qu'on retrouve au Moyen-Orient aujourd'hui. Vous avez différentes cultures, vous n'avez pas beaucoup de problèmes sociaux. Contrairement à ce qu'on imagine aux Émirats Arabes Unis, je m'y rends d'ailleurs ce mercredi, je passe une semaine de mercredi à mardi prochain à Dubaï. D'accord. Et vous n'avez pas de problème avec les musulmans, par exemple. Il n'y a pas, la religion musulmane est parfaitement, on va dire... Qu'est-ce que vous entendez par « vous n'avez pas de problème avec les musulmans » ? Je comprends pas très bien. Ce sont des pays musulmans, donc oui, mais ils en sont... soi... oui, mais je veux dire, ils sont... vous avez beaucoup de pays musulmans, que ce soit chiites ou sunnites, mais par exemple en Turquie, où il y a des conflits de religion qui viennent, et des revendications également à l'intérieur des religions. La place des femmes, par exemple, dans la société, fait beaucoup plus débat dans des pays musulmans comme la Turquie qu'aux Émirats Arabes Unis. Et même en Arabie Saoudite. Il y a encore 15 ans, il y avait de grands débats sur les femmes qui pouvaient ou ne pouvaient pas conduire en Arabie Saoudite. Tous ces problèmes-là sont quasi solutionnés aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes amené à aller très souvent, du coup, dans les Émirats. Vous me dites que vous y serez bientôt, là, à Dubaï. Très souvent, non, mais plusieurs fois par an. Là, il se trouve que j'y serai la semaine prochaine. Ouais. Quel est votre sentiment quand vous êtes là-bas ? Quelle a été votre expérience personnelle ? La première, je vais vous dire la première. Lorsque j'y suis allé, en plus, c'était dans des circonstances assez troublantes, parce que je revenais d'Ukraine et de Pologne. Donc quand vous passez de quelques jours en Ukraine et de Cracovie-Varsovie et Przemyśl à la frontière polonaise à Dubaï, déjà il y a une cassure qui est assez brutale. Il y a un gap, c'est vrai. Il y a un gap. Et pour quelqu'un qui ne connaissait pas Dubaï à ce moment-là, la première réflexion que je me suis faite, c'est la même sensation que pour un Français ou un Européen plus largement qui se rend aux États-Unis en 1980 et qui se dit « je ne pouvais pas imaginer que ça ressemble à ça ». Ah, c'est intéressant comme comparaison. Ben oui, parce que les États-Unis... on les connaît bien, on en a eu des visions prismatiques, certes, mais quand même assez générales et assez omniprésentes par les médias, par l'audiovisuel. Le cinéma. Et c'est un vieux pays, le cinéma, et c'est un pays surtout qui était peuplé d'une culture qui était très occidentale, très européenne. C'est même Trump est plus européen même que d'autres Américains d'ailleurs. La proximité avec des Irlandais, des Anglais, des Britanniques, avec Trump est beaucoup plus développée qu'avec Mohamed Ben Salman en Arabie Saoudite ou le Tchèque Mohamed à Dubaï. Là, vous atterrissez à Dubaï, vous connaissez rien en fait du pays. Je connais rien, et j'ai la chance à ce moment-là justement de rencontrer des investisseurs très sympathiques que j'ai plus revus. Alors, malheureusement, on n'a pas fait affaire, j'ai regretté, mais qui étaient très, très sympas, et qui m'ont... j'ai travaillé avec eux pendant quelques semaines par la suite, j'y suis retourné quelques semaines après cela, et qui m'ont fait pénétrer des milieux que j'aurais absolument pas pu pénétrer. Quel type de milieu ? Déjà, des milieux d'affaires, il n'y a que des milieux d'affaires à Dubaï. Il y a essentiellement des milieux ou de tourisme ou d'affaires.
D'ailleurs, c'est pour ça que les hôtels sont pas très chers, parce qu'il y a beaucoup de tourisme. Tout dépend des hôtels. Tout Non, dépend mais... des standards qu'on a. Ouais, On peut trouver un peu de tout à Dubaï. À Paris, même un petit Novotel, c'est 200 € la nuit. À Dubaï, vous êtes dans une jolie tour où c'est un peu plus cher sur la côte, après le Royal Mirage, par exemple, si on veut être dans la partie un peu côtière, mais à 150-200 € la nuit, vous allez être un petit peu comme à Dallas, dans une tour. Donc c'est vraiment pas excessif par rapport au rapport qualité-prix, on va dire. Donc la première impression que vous avez, elle est positive. Elle est positive. Lorsque ça a tellement évolué, en seulement 2-3 années, ça a encore changé, mais l'artificialisation qu'on nous narre dans beaucoup de médias et dans beaucoup on va dire, d'anecdotes est plutôt fausse. Évidemment que tout est récent, mais vous avez les meilleures populations, que ce soit asiatiques, européennes, américaines, donc vous ne rencontrez pas des gens qui sont artificiels. Ce ne sont pas des influenceurs qui sont à Dubaï, ce sont des gens qui font des affaires, effectivement, qui sont très actifs, qui sont très, très imprégnés, très concrets. Et ce que je disais précédemment par rapport au milieu d'affaires et qui est important, c'est que j'ai eu la chance justement d'être introduit dans certains milieux, parce que si vous n'êtes pas introduit à Dubaï, vous ne faites pas votre vie comme à Los Angeles ou à Miami, ou encore un peu justement à Paris, en Europe, où vous allez aller dans... et bien que Paris est quand même assez fermé, assez segmenté, mais il n'y a pas de rue à Dubaï, il n'y a pas de restaurant vraiment pour faire des affaires, il y a des clubs. Les personnes qui travaillent activement à Dubaï se donnent rendez-vous au sommet des tours, dans des clubs, dans des bureaux. Donc vous n'allez pas, si vous êtes un petit Français, vous dire bon ben j'arrive avec ma valise, je m'installe dans un hôtel et je vais faire des rencontres. C'est souvent des cercles privés, en effet. Ce sont des cercles beaucoup et plus privés. Ce sont des personnes qui vont partager les mêmes loisirs, ils ont des points communs, voilà, ils vont dans la même direction. Et qui sont direction. déjà établis surtout. Il faut avoir un but. Los Angeles, vous partez à Los Angeles ou Miami, bon, il faut pas partir avec 2000 €, quoi, je veux dire, mais si vous avez une petite stabilité financière et que vous vous dites pendant une année, je vais tenir et je vais lancer une affaire là-bas, vous allez vous débrouiller potentiellement. Mais moi, je trouve ça intéressant ce que vous dites sur la superficialité des gens qu'on peut trouver à Dubaï. Effectivement, on n'a pas affaire à des influenceurs comme on nous fait croire. Mais moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a une forme de condescendance des médias occidentaux lorsqu'ils parlent des Émirats et du Moyen-Orient d'une manière générale. Et je me suis toujours demandé est-ce qu'il n'y a pas une forme de racisme un petit peu sous-jacent. Probablement, je pense, ça, oui. Qui est d'ailleurs assez surprenant parce que le racisme aujourd'hui est dans les médias d'ailleurs plutôt blacklisté. Toute forme de... Vous trouvez ? Oui. Il y avait des marques, mais un peu comme la misogynie d'ailleurs, ou l'homophobie également. Il y avait des marques de légère homophobie, de légère misogynie, ou de légère, même pas racisme, mais remarques ethnologiques qui étaient tolérées il y a encore 25 ans et qui ne sont plus du tout tolérées dans les médias aujourd'hui. Et là-dessus, je vous rejoins, en effet, il peut y avoir une très légère forme de xénophobie. On se permet effectivement à l'endroit... comme à l'endroit des Chinois d'ailleurs également, une certaine forme de dédain parfois, alors que en réalité les codes... Moi j'ai une anecdote, j'étais avec un associé justement à Dubaï, je dirais pas le nom justement pour pas apporter de précision là-dessus, mais qui dans un club et dans un dîner d'affaires en l'occurrence, où à côté de nous il y avait des locaux qui étaient habillés en tenue locale, avec des traditionnels. Et mon associé nous dit à un moment, c'est incroyable parce qu'ils sont polis. Parce que tout le monde nous disait bonjour, hello, voilà. Et on est presque surpris en quelque sorte, quand on arrive là-bas, de voir des personnes habillées en tenue traditionnelle, mais traditionnelle musulmane et orientaliste en quelque sorte, être largement supérieurs aux Occidentaux. C'est quelque chose qui n'était pas du tout dans nos codes. C'est vrai que les Français, la politesse, c'est quelque chose qui se perd beaucoup. Alors la politesse se perd beaucoup en France d'ailleurs, plus qu'en Italie ou en Espagne. Mais je veux dire par là que lorsque vous vous retrouvez à Dubaï, mais y compris au Grand Mall par exemple, et que vous apercevez des femmes entièrement voilées, avec des sacs dans lesquels se trouvent des dizaines de milliers d'euros d'achats précédemment effectués chez Kering, LVMH, justement, qui ont toutes leurs boutiques dans ces malls. Ça, c'est quelque chose qui vous a frappé? Qui m'a interpellé, oui, parce que ça surprend. Vous passez d'un endroit où, en France justement, où il n'y a plus beaucoup de personnes costume cravate, je suis un peu ringard d'ailleurs, mais si vous allez, j'étais à Zurich par exemple il y a 2 semaines, tout le monde est encore costume cravate, et les filles, les femmes, un peu comme vous d'ailleurs, joliment maquillées, coiffées, plus apprêtées qu'en France aujourd'hui. Ça s'est un petit peu perdu ici, malheureusement. Et donc, ces codes-là sont les codes des dominants, entre guillemets, et le code, les 2 sacs entre les mains,
et le voile sont plutôt le code des classes populaires. C'est une généralité, hein. Il ne faut pas me prendre au mot là-dessus parce que c'est une généralité. Et à Dubaï, c'est l'inverse. Vous arrivez à Dubaï, la tenue traditionnelle représente le code évidemment des dominants, et la femme avec les 2 sacs sont pas des sacs de course, sont des sacs dans un mall avec 40 000 € à l'intérieur d'achat. Donc c'est là où je voulais dire qu'il y a une inversion totale déjà de la représentation. Je comprends bien, d'accord. Voilà. Vous voulez dire que les traditions qu'ils ont su préserver, justement, participent au succès de cette région ? C'est différent parce que, alors c'est pas vraiment les traditions qu'ils ont su préserver, mais il y a eu un conglomérat des personnes qui représentaient l'élite du monde entier. J'ai rencontré justement beaucoup de Russes et d'Ukrainiens qui se sont, les deux d'ailleurs, réfugiés à Dubaï pour différentes raisons à partir du conflit. Beaucoup de Chinois, beaucoup d'Américains, beaucoup d'Européens, beaucoup de Marocains également, d'Algériens, beaucoup de propriétaires terriens marocains qui sont allés essayer de décupler leur patrimoine en faisant des affaires dans la tech par exemple et qui se sont installés à Dubaï, il y en a énormément. Et donc vous vous retrouvez avec des cultures, une sédimentation de cultures différentes. Et ça crée une nouvelle culture, donc c'est pour ça que je dis un peu ce qu'était l'Europe précédemment, finalement, cette sédimentation de différentes cultures et de différentes richesses. Selon vous, quels sont les secteurs économiques du Moyen-Orient qui pourraient rivaliser avec ceux de l'Europe ? Il y a, je vais essayer d'être original, les crypto-monnaies, parce qu'ils sont à l'avant-garde sur toutes les recherches sur les crypto-actifs. Sur le pétrole, évidemment, qu'ils en ont et qu'ils en auront pour un petit moment. Donc là, ils vont pas à l'avenir rivaliser. Ils rivalisent déjà. La tech, ils rivalisent déjà. Le luxe, ils sont déjà les plus gros revendeurs de produits de luxe. Et les succursales des grandes marques et des grands groupes occidentaux, notamment, font beaucoup plus de chiffre d'affaires à Dubaï qu'aux USA, même. Mais sur les crypto-monnaies, sur la nouvelle finance, sur une nouvelle catégorie de gestion de la finance, donc sur les technologies blockchain notamment, je ne serais pas étonné de voir des agences de notation de crypto-monnaies s'installer et jaillir à Dubaï. Vous savez, dans le système financier aujourd'hui, ce qui fait la pluie et le beau temps, ce sont ceux qui encadrent le système. Ce ne sont pas les acteurs principalement du système, les plus connus même. Aujourd'hui, les banques centrales sont, si vous prenez un grand bassin avec des requins, de gros poissons et des poissons rouges, les banques centrales sont les poissons rouges de ce bassin. Elles existent, on les voit beaucoup, elles sont fluorescentes, mais elles ne font plus la pluie et le beau temps, et elles ne font pas le courant. Par contre, les requins, c'est la moitié de la finance traditionnelle qu'on appelle le shadow banking, la finance de l'ombre, 50% des actifs financiers mondiaux qui sont en circulation, ce sont les agences de notation également, et donc vous avez des patrons du système, et à l'avenir, avec des systèmes décentralisés, vous allez avoir des patrons également. Et ces patrons, ce seront de nouvelles agences de notation, ce seront de nouveaux poids lourds de cette finance décentralisée. D'accord. Et ça va se passer essentiellement à Dubaï, au Moyen-Orient, un peu en Europe, au Luxembourg et en Suisse, beaucoup aux États-Unis, beaucoup en Asie également, Hong Kong, Pékin, Shanghai, pas beaucoup en Italie, en Espagne, en France et apparemment moins même à Londres. C'est intéressant ce que vous dites, Tom. Comment vous expliquez justement que le fait que le Moyen-Orient ait compris ces enjeux-là, alors qu'en Europe, on reste quand même encore à la traîne? Est-ce que c'est le symptôme justement du déclin? C'est vraiment la question que je me pose. Lorsqu'une société n'est plus capable d'identifier des opportunités, on peut parler de déclin quand même. Oui, ça c'est un gros problème. Si vous voulez me relancer sur le déclin de l'Europe, oui, il est catégorique, il est visible, il est perceptible et surtout il est de plus en plus brutal. Moi j'en ai parlé régulièrement, j'avais fait une de Géostratégie Magazine avec Hubert Védrine qui s'appelait Le déclin de l'Occident en contre-projet. Le contre-projet, bon, c'était pas un plan très détaillé, mais c'était une discussion avec Hubert Védrine sur les possibilités pour tenter en tout cas de contrecarrer, d'entraver le déclin de l'Occident, et je m'aperçois qu'entre cette une qui doit dater de fin 2022 et aujourd'hui, ça a été de plus en plus, on est parti totalement dans la poudreuse. Mais ma question, Tom, c'est surtout comment le Moyen-Orient comprend ces enjeux-là, alors que vous l'avez dit, si on prend l'exemple de Dubaï, le développement de Dubaï, il est quand même assez récent par rapport à l'Europe, et c'est même pas comparable. Il est fulgurant, mais il est récent. Comment cette région comprend
qu'il y ait des opportunités, alors que en Europe, on fait marche arrière? Parce qu'ils attachent encore de l'importance au concret, j'ai l'impression, vous savez, quand ils font Burj Khalifa, la tour la plus haute du monde, justement, Ouais. il y a une quinzaine d'années à peu près. Ils construisent Burj Khalifa avec environ le double, mais on dirait seulement le double, de ce que nous avons mobilisé en ressources financières pour restaurer la toiture de Notre-Dame en autant de temps. Si je vous dis vous allez investir la moitié en autant de temps et vous avez la toiture de Notre-Dame, et seulement avec le double et tant d'années d'efforts, vous avez la tour la plus haute du monde avec des technologies parfaitement innovantes. Quand ils ont commencé à creuser les fondations pour Burj Khalifa, donc c'est du désert, Dubaï, hein, c'est du désert construit sur du désert parfois, parce qu'ils rapatrient même parfois du sable. Je vous rappelle, je fais une digression, une discussion avec un patron d'hôtel qui me parlait de la qualité du sable. Je lui dis, effectivement, il est clair, il est vraiment bien. Il me dit, on l'a fait venir d'Arabie Saoudite. Je lui dis, mais pourquoi il y a du sable de partout? Il me dit, parce qu'il est de meilleure qualité, celui-ci. Donc on a fait venir du sable d'Arabie Saoudite pour avoir une belle plage bien limpide. Mais sur Burj Khalifa, ils s'aperçoivent donc que dans le sable, les fondations vont être assez menées à rude épreuve, en tout cas sur les premières dizaines de mètres. Donc ils continuent à creuser. Ils creusent, et il leur vient une idée, à toute la flopée, la nuée d'ingénieurs et d'architectes qui travaillaient sur le projet, c'est d'électrifier les fondations. Et en électrifiant les fondations, moi je suis pas architecte, mais j'ai un peu côtoyé ce milieu-là, ils s'aperçoivent, et j'en avais discuté avec un bon ami qui avait préfacé mon livre d'ailleurs sur l'architecture, Rudy Ricciotti, qui est un ingénieur architecte qui fait partie des meilleurs en France et qui a travaillé sur les bétons fibrés ultra performants avant les autres, et justement qui a... Et alors, qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Et il nous dit qu'ils s'aperçoivent qu'en électrifiant les fondations, il y a une résistance qui est plus développée, et qui vont parvenir à contrecarrer finalement la mobilité qui aurait été amenée par le terrain qui est beaucoup plus meuble parce qu'il est... Donc tout est travaillé, c'est exigeant, on veut atteindre l'excellence. Il y a une capacité de résilience surtout, il y a une capacité de résilience. Est-ce que vous avez lu la biographie de l'émir actuel de Dubaï? Je suis en train de la lire actuellement, c'est stupéfiant. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il a une vision entrepreneuriale. Lui, vraiment, il gère Dubaï comme une entreprise. Et quelque chose qui revient souvent, c'est le fait de faire... Un peu comme un roi aussi, tout de même, hein, il y a un côté très monarchique. C'est qu'il y a une stratégie vraiment business, entrepreneuriale, qui est très intéressante. Et je pense que c'est ce qui peut aussi expliquer le développement incroyable que connaît Dubaï ces dernières années. Je dirais que Trump gère les États-Unis juste pour comme finir, ce qui est intéressant dans cette biographie, c'est que l'émir, en fait, met beaucoup en avant le fait de faire appel aux meilleurs. Ouais, c'est juste. Donc ils font appel aux meilleurs dans leur domaine. Alors qu'en France, moi j'ai l'impression que quand il y a un nouveau projet, on va faire un appel d'offres, et puis au mieux on prend la proposition la moins chère. Et quand même... Oui, au mieux, parce qu'il y a beaucoup d'entre-soi en France. Hein. Le gros problème, c'est l'entre-soi, c'est les cabinets de conseil, après d'audit, Est-ce que le fait de faire appel toujours aux meilleurs, d'avoir les meilleurs talents, d'être exigeant à ce niveau-là, ça contribue pas justement aussi au succès? Totalement, bien sûr. Mais en France, on travaille, nous, en ce moment, pour ma société de conseil, avec un équipementier qui ils font un chiffre énorme, hein, c'est 50 millions de chiffre d'affaires. Français, ils ont des usines en France, ils ont fait le pari. Ils proposent d'ailleurs des services et des produits à qualité supérieure. Ils produisent en France et à prix équivalent, avec une main-d'œuvre qui défie pourtant toute concurrence avec des sociétés qui sont établies à l'étranger. Et malgré ça, ils sont pas rentables. Ils vont faire un plan social au mois de février. Pourquoi ? Parce que lorsqu'ils proposent et qu'ils participent à des contrats publics, les puissances publiques ne les soutiennent pas. Ils préfèrent travailler avec des Américains. Récemment, ils ont participé, je dis pas le nom, mais avec une très grosse agence de l'État qui aurait dû juste en retenir leur projet parce qu'il était meilleur. Ils ont retenu un fonds, une entreprise américaine. Ils ont déposé donc un recours, l'entreprise avec laquelle je travaille. Le recours a été accepté et finalement, ils n'ont pas retenu leur projet pour autant, ils ont retenu un Portugais à la fin. Pourquoi un Portugais ? Alors qu'il y a une entreprise française avec des usines en France qui fait travailler des Français et qui propose à qualité supérieure des produits au même prix. Donc les meilleurs, on les a parfois, mais on ne veut pas les faire travailler parce qu'on n'est pas patriote. Donc on est d'accord, on se rejoint sur ce point, le fait de trouver les meilleurs talents, d'attirer les meilleurs experts, de toujours chercher à avoir les meilleurs dans leur domaine, ça contribue largement au succès de cette région. Ça fait la différence, et puis il y a le patriotisme. Alors là-bas, c'est pour reprendre ce que vous disiez précédemment, parce qu'il y a le côté business, mais il y a aussi le côté empire. Ils veulent construire un empire. Trump, qui arrive au pouvoir, lui, c'est un businessman.
il vous dit, évidemment on est américain, America First, et on va diriger les États-Unis comme une entreprise. Le Tchèque, Mohamed, à Dubaï, ne vous dit pas on va gérer ça comme une entreprise, il y en aura pour tout le monde, et que le meilleur gagne. Non, il vous dit, il y aura une autoroute qui va être construite pour les plus fortunés, pour les familles royales, il y aura des hôtels qui seront bâtis uniquement pour les familles royales, ça c'est à moi, pourquoi ? Parce que je suis le Tchèque Mohamed, et puis après il va y avoir du business, qu'on va quand même beaucoup diriger, parce qu'à Dubaï, vous n'arrivez pas, on vous dit, un peu comme aux États-Unis, je sens que je mets en opposition en disant j'ai une idée, j'ai de l'argent, je peux la déployer. C'est quand même beaucoup plus dirigiste comme économie, c'est dans l'intérêt de cet empire qui est en construction et qui prend de plus en plus d'ampleur, et ça c'est corollaire à ce que j'exposais précédemment, qu'on ne peut pas tenter sa chance à Dubaï, on peut collaborer avec eux, mais on ne peut pas s'imposer. Alors qu'aux États-Unis, on peut quand même s'imposer. Si on apporte réellement le service qu'ils attendent, on peut s'imposer. Je vous dis pas qu'ils viendront pas frapper à votre porte quelques années plus tard pour récupérer la monnaie de leur pièce, en quelque sorte, mais à Dubaï, c'est pas possible. Voilà, il y a un côté beaucoup plus... c'est une monarchie. C'est vrai que j'ai discuté avec notamment des personnes d'origine indienne, pakistanaise, qui viennent aussi du Bangladesh et qui travaillent à Dubaï. Effectivement, on leur donne pas forcément la nationalité. On est OK pour le fait. Eux, ils travaillent, généralement, c'est la main-d'œuvre, les Indo-Pakistanais. Ah non, mais je vous dis même avec des... Dans les milieux d'affaires, dans les milieux d'affaires, des personnes qui sont fortunées. Ça, c'est la face obscure, voilà. Parce qu'il y a la face obscure également de Dubaï, c'est que pour le moment, et justement, il n'y a pas de problèmes sociaux, parce qu'en réalité, il y a des problématiques sous-jacentes, mais il y a surtout de l'asservissement social, mais il n'y a pas de problèmes sociaux parce qu'on ne les voit pas, et parce que c'est totalement accepté. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose, le fait de ne pas forcément donner accès à la nationalité émirati? Oui, évidemment, c'est une bonne chose, comme le font les Américains, et en France, si on fait, je vois, ce qui est sous-jacent à votre question, c'est que le gros problème en France, c'est qu'on donne la nationalité, qui plus est, finalement, vraiment pas à ceux qui peuvent apporter leur pierre à l'édifice en termes de culture ou de business. Moi, je vois beaucoup d'exemples dans des milieux d'affaires, d'entrepreneurs qui ont beaucoup d'argent, qui ont beaucoup d'affaires en cours. Je pense à un ami notamment avec lequel j'ai travaillé, qui est algérien, qui a de gros problèmes avec l'Algérie, qui est trader en matières premières et qui demande sa nationalité en France, et on ne lui accepte pas. Et pourtant, il ne demandera jamais une aide sociale, il apportera beaucoup financièrement à l'économie du pays, mais la France est désintéressée de tout ça. Et finalement, il y a quand même des centaines de milliers de nouveaux entrants qui sont régularisés chaque année, 200, 300 000, et il y a même une centaine de milliers d'illégaux qui arrivent. Et on met un peu ça sous le tapis, on ne veut pas vraiment se préoccuper de ces problématiques-là, alors qu'aux États-Unis, si vous arrivez avec un petit million et une bonne idée, vous allez entreprendre, vous donnez au minimum la possibilité de rester avec un permis de séjour professionnel pendant 5 ans ou 10 ans, et puis après, vraiment, si vous avancez, vous pourrez être américain au fil des années. Il faut le petit million quand même. Ah, il faut le petit million, ouais, bien sûr, il faut le petit million. C'est pas donné à tout le monde. Si le Moyen-Orient devient la nouvelle Europe, du coup la question c'est quelle serait la place de l'Europe actuelle sur l'échiquier mondial ? Ça va être la nouvelle Afrique malheureusement, l'Europe. C'est assez triste à dire, ça va être un pays, mais la nouvelle Afrique, attention que ce soit pas mal interprété, pas parce qu'il y aura des gens d'origine africaine, au contraire, parce que j'ai beaucoup de considération aussi pour les Africains émergents, c'est-à-dire des pays d'Afrique aujourd'hui avec lesquels j'ai un peu travaillé, notamment en Côte d'Ivoire par exemple, ou en Guinée, qui avancent à une vitesse fulgurante et qui eux aussi représentent des territoires pour la francophonie qu'il faut absolument protéger. Je reçois donc notamment par rapport à TV5 Monde beaucoup de messages africains qui m'interpellent sur des sujets économiques, politiques, et je suis là aussi interpellé, je vous le dis en toute franchise, par la qualité, premièrement, de maîtrise de la langue des Africains francophones qui s'expriment dans un langage beaucoup plus châtié. C'est vrai. Mais pour revenir à notre sujet, vous dites l'Europe va devenir la nouvelle Afrique. Qu'entendez-vous par là ? J'entends par là que ça va être un pays, ça va être un regroupement de pays dans lesquels il y aura beaucoup de problèmes sociaux, beaucoup de problématiques sociales, comme c'était le cas en Afrique précédemment. Il n'y aura pas d'argent. Les puissances publiques devront faire défaut sur bien des dépenses, il y aura de grandes problématiques sociales, beaucoup de corruption. Ça rappelle l'Afrique, tout ça, il y a quelques décennies. Récemment, j'ai fait un épisode avec un titre « Faut-il quitter la France avant 2030 ?»
Un épisode qui a suscité beaucoup de réactions. Quitter la France, comment ? Quelle est votre réponse à ça ? Faut-il quitter la France avant 2030 ? Non, mais moi, j'aime pas les gens qui deviennent une femme ou un homme qui sont transgenres et qui disent faut-il devenir une femme, par exemple, si vous êtes un homme, faut-il quitter la France ? Non, et si vous êtes français, vous allez rester français. Vous allez garder votre nationalité. Dans quelles conditions vous quittez la France ? Quitter la France physiquement, c'est-à-dire aller entreprendre ailleurs, par exemple, avoir une activité. Oui, mais ça, c'est pas quitter la France, c'est aller entreprendre ailleurs. Parce que, attention, il y a ça aussi, je veux dire, on ne devient pas autre chose, malheureusement. Quand vous êtes français, que vous avez appris le français, que c'est votre langue maternelle, et qu'entre votre naissance, lorsque vous sortez du ventre de votre mère, et que vos 5 ans, et que vous réussissez cet exploit prodigieux qu'on est capable de faire uniquement durant les 5 premières années de sa vie, c'est-à-dire apprendre une langue qui est sa langue maternelle, on ne le fait pas une seconde fois. Donc non, mais je vous rassure, Tom, c'est ce dont je parle. C'est quitter la France pour aller entreprendre ailleurs. Entreprendre ailleurs et peut-être décrocher de nouvelles opportunités qu'on ne trouve pas forcément dans notre pays aujourd'hui. Oui, mais il y a toujours une problématique, c'est que généralement vous êtes enfermé dans votre francophonie et dans votre langue maternelle, c'est-à-dire que les subtilités... Vous devenez pas, par exemple, un politique américain si vous n'êtes pas américain. Vous ne devenez pas, même Elon Musk ne sera pas président des États-Unis. Mais sans devenir Elon Musk et sans devenir Donald Trump. En tant que citoyen français, avec le portrait que vous dressez de la France, qui est quand même assez dark. Est-ce qu'il faut quitter la France rapidement ? Je ne veux pas répondre aussi d'une façon aussi catégorique. Je ne vous dirais pas il faut quitter la France. Alors quelle est votre réponse, même si elle est mitigée ? Non, mais elle est très claire. Il faut aller entreprendre ailleurs. C'est vrai. D'accord. C'est tout. Mais quitter la France, non. Moi, je ne quitterai jamais la France. Je suis patriote. Mon fil d'attache sera toujours la France. Je peux aller entreprendre ailleurs, que ce soit en Suisse, à Dubaï, aux États-Unis, construire une partie de ma vie, mais je serai français jusqu'à la fin. Mais aller entreprendre ailleurs, oui. Je vous réponds tout à fait clairement. C'est même une nécessité. Si vous voulez avoir un confort de vie, à la rigueur, pour être tout à fait sincère, le but est d'être quand même assez cash, de parler d'une façon assez précise. Si vous avez peu d'ambition et que votre objectif à terme est d'être salarié à 4 000 € par mois, vous trouverez en France quand même, il y aura des opportunités. Par contre, si vous êtes entrepreneur et que vous avez besoin justement de répondre à des demandes et à une économie qui fonctionne, oui, vous allez aller justement aux Émirats, vous allez faire un petit tour en Asie, en Inde, aux États-Unis encore aujourd'hui, au Brésil également, même en Argentine, dans des pays très différents les uns des autres, justement avec des vitesses différentes, et vous allez voir qu'il y a des croissances dans différents secteurs qui sont en train d'exploser et que vous allez pouvoir vous greffer. Moi, j'ai une théorie dans les affaires, je vais vous dire pourquoi. Je suis pas héritier. Je me suis jamais marié avec une femme très riche jusqu'à présent, donc j'ai dû travailler, si vous voulez. J'ai dû gagner de l'argent. Et pour gagner de l'argent, comment on fait ? Il faut être au milieu, c'est tout. Et ma théorie, si je vais donner un conseil en quelque sorte aux entrepreneurs, cherchez à tout prix à être au milieu des situations. Qu'est-ce que ça veut dire être au milieu ? Être au milieu, c'est avoir en contact différents protagonistes d'une problématique donnée ou d'un champ défini, en tout cas, qui suscite l'intérêt. Donc vous voyez qu'il y a un secteur d'activité qui existe. Prenez par exemple les crypto-actifs. Vous dites pas je suis pour, je suis contre, je pense qu'il vaudrait mieux pas ou qu'il vaut mieux. Vous voyez que ça existe, que ça suscite beaucoup d'intérêt, beaucoup de curiosité, de plus en plus de capitalisation également. Prenez la capitalisation des crypto-monnaies, la croissance en une décennie est exponentielle. Vous vous mettez au milieu, donc vous cherchez à comprendre. Vous rencontrez différents acteurs. Il y a un moment, forcément, où vous allez pouvoir, si vous êtes entrepreneur dans l'état d'esprit, apporter votre pierre à l'édifice. Donc vous naviguez de différents pays, vous dites, il manque ça dans l'écosystème. Et peut-être que par rapport à telle personne et telle personne, nous, on pourrait le faire. Vous êtes au milieu, ça y est, vous êtes entrepreneur, vous allez créer quelque chose. Et vous allez générer de la valeur et vous allez attirer de la valeur. Donc moi, je pense que pour pouvoir faire des affaires, il faut être au milieu des affaires. Et si vous êtes en France, effectivement, assez globalement, il y a encore des choses qui se font. Mais vous n'êtes pas au milieu du jeu. C'est la réalité. Les affaires se font pas ici. La plupart des affaires, en plus, qui se font, si on calcule le PIB, mais c'est pas les affaires. C'est pour ça qu'il vaut mieux d'ailleurs regarder les directeurs d'achat plutôt que le PIB aujourd'hui. Et vous voyez qu'ils sont au plus bas, 44, 45, et que le PIB, par contre, se porte quand même assez bien en France. Pourquoi ? Parce que c'est de la dépense publique, directe ou indirecte. Et donc, à partir de là, si vous êtes sur un territoire où il y a du business de partout et où il y a de l'innovation, si vous aussi vous avez de la valeur, vous allez pouvoir la convertir, cette valeur. En tout cas, votre analyse est très intéressante. Si on part de ce principe-là, de cette réflexion, vous êtes mis au milieu de quoi ?
Comment vous avez appliqué votre plan? Personnellement, au départ, par exemple, j'ai monté une agence immobilière à l'âge de 20 ans. J'avais travaillé précédemment dans l'immobilier. J'ai ouvert une structure quand j'avais 20 ans parce qu'il y avait beaucoup d'activités dans l'immobilier. Tout le monde était primo-accédant. Il y avait des prêts qui étaient accordés, c'était très différent, il y avait beaucoup de transactions, ça marchait. Vous avez fait fortune dans l'immobilier? Non, j'ai pas fait fortune dans l'immobilier, j'ai fait fortune dans les matières premières, enfin j'ai pas fait fortune d'ailleurs, hein, mais j'ai gagné beaucoup plus d'argent, j'ai vraiment pas fait fortune, mais j'ai gagné beaucoup plus d'argent ensuite dans le trading de matières premières, pour être précis, sur des produits essentiellement que je consomme pas d'ailleurs, que ce soit le sucre, le café que je consomme par D'accord, ailleurs. ok. Mais... C'est comme ça que vous avez gagné de l'argent? Où j'ai gagné en tout cas beaucoup plus d'argent. Après j'ai gagné de l'argent avec des biais très très différents, j'ai gagné un peu d'argent avec les médias aussi d'ailleurs. Avec les médias? Avec les médias, ouais. J'ai gagné un peu d'argent avec l'immobilier, avec ma société de conseil après dans des activités vraiment diverses et variées, très différentes les unes des autres. Mais ce qui m'a rapporté le plus de cash, de liquidité, c'est dans les matières premières. Et on est en train avec un associé de monter une société qu'on a déjà repris d'ailleurs à Genève, qui s'appelle Verden Capital, pour essayer de grossir là aussi et de peser un petit peu plus lourd dans ce secteur-là. Mais l'immobilier à l'époque m'a rapporté un peu, et j'étais très jeune. Pourquoi? Parce que c'est un secteur où il y avait de l'activité. Donc je me suis mis, pour vous répondre, principalement dans ce secteur, parce que j'y voyais des choses qui grouillaient, et j'y voyais de l'activité. Mais aujourd'hui, dans quel secteur vous investissez votre temps, votre argent, votre énergie? Aujourd'hui, c'est principalement dans les matières premières. Après, dans la finance, je suis aux aguets, si je puis dire, et je regarde tout ce qui se passe, et j'ai beaucoup de partenaires qui travaillent dans différents secteurs, que ce soit l'or, justement, ou dans la bourse également, et où on essaie d'être aux aguets. Moi, je fais pas de conseils en gestion de patrimoine, mais en tout cas, en situation de comprendre et d'apporter des conseils à toutes les sociétés. Je m'adresse pas aux particuliers pour des raisons principalement de législation, et parce que c'est pas mon but, mais de comprendre ce qui va se produire dans l'architecture de la finance internationale, et à ce niveau-là, on travaille avec différentes sociétés. Par exemple, pour vous donner un exemple très précis, parmi mes clients, gros clients, j'ai une société qui s'appelle Ibex Wallet, en ce moment, qui est un protocole de tokenisation d'actifs financiers, qui va vous permettre, sur votre smartphone, avec une identité visuelle, simplement, vous déverrouillez votre smartphone, d'être l'autodétenteur de vos actifs boursiers. Vous allez pouvoir avoir sur votre téléphone, totalement décentralisé, et en autogestion de la dette américaine, des actifs les plus classiques, qui soient, ou une action Kering, LVMH, des actions Nvidia, du Bitcoin également, mais vous allez pouvoir l'autodétenir. Alors vous l'avez évoqué tout à l'heure brièvement, le sommet des BRICS à Kazan, avec 19 des chefs d'État les plus influents au monde, dont les Émirats et l'Arabie Saoudite bien évidemment, qui n'a quasiment pas été couvert en France. Et ça, à ma grande surprise. Est-ce qu'on parle d'un déni ou d'un manque flagrant de compréhension des enjeux politiques en France? Je sais pas s'il y a de l'incompétence dans la plupart des grands médias aujourd'hui, ou s'il y a du déni. Là, je répondrai pas. Faites-les venir, demandez-leur, mais je pense qu'il y a un peu des deux, malheureusement, pour être très clair. Un peu des deux. Qui est une part, effectivement, de déni de réalité aujourd'hui, beaucoup en Europe d'ailleurs, plus qu'aux États-Unis, ça c'est une réalité. Vous lisez, par exemple, le Financial Times, et vous apercevrez que les Américains, dans des médias donc très officiels, Financial Times, ça fait partie des grands médias, mais en tout cas le monde anglo-saxon, que ce soit britannique ou américain, considère le Wall Street Journal parle bien souvent de médias mainstream, donc de médias de masse. Nous, médias mainstream, a un petit peu une autre définition, parce que les médias alternatifs, en quelque sorte, avec moins de budget, vous avez des grands médias mainstream, comme par exemple Les Échos, BFM TV, c'est mainstream, et vous êtes moins mainstream, vous êtes un média avec moins de budget, un petit peu plus naissant, qui pèse un petit peu moins lourd. Avec plus de liberté. Avec plus de liberté. Et les Américains parlent très souvent de médias mainstream, c'est-à-dire de médias de masse, et nous n'en parlons jamais, par exemple, ici. Donc nous faisons un petit peu fi, finalement, d'une nouvelle forme de médias. Vous avez un président américain aujourd'hui, Donald Trump, qui est élu avec X, anciennement Twitter, et un de ses poids lourds soutient Elon Musk, qui dit « You are the media ». C'est vous les médias maintenant, vous êtes les médias sur X. Et ici, en France, je vois qu'il y a un petit peu effectivement un déni de cette réalité. Je dis pas qu'il faut absolument qu'il y ait... Moi, je suis pour la liberté. Par ailleurs, sur les médias, je pense qu'il faut qu'il y ait absolument... Mais tout de même, c'était un événement assez
important pour en parler et informer du moins les citoyens français. Le sommet Est-ce des que la BRICS. France, justement, Ouais, elle n'aurait pas intérêt à se rapprocher des BRICS aujourd'hui? Non, se rapprocher, la France ne fera pas partie des BRICS. Par contre, lorsque j'entends mon ami, je dirais, parce que j'ai un rapport de sympathie avec lui, bien qu'on se connaisse relativement peu, mais Idriss Aberkan, par exemple, dire la France pourrait aussi se rapprocher des BRICS et lancer cette idée. Je ne veux pas parler en son nom, mais qui a reçu des personnes aussi qui émettent cette idée. Moi, je m'inscris totalement en faux là-dessus. Vous n'êtes pas du tout d'accord avec ça? La France est un pays d'Europe, la France est un pays que l'Union européenne explose demain, et la Banque centrale européenne, ça c'est une possibilité, mais la France restera un pays d'Europe. À ce moment-là, il y aura une nouvelle construction européenne avec des échanges entre pays européens, pas avec moi, c'est ce que j'appellerais de mes voeux justement, sans Commission européenne, sans Parlement européen, mais avec des traités, un petit peu une Europe des nations, justement, telle qu'elle était constituée dans les années 50, avec des chefs d'État très forts, italiens, espagnols, qui défendent leurs intérêts. Mais vous ne pensez pas que les intérêts de la France sont quand même plus proches des BRICS? Pas du tout. Pas du tout. Absolument pas. Non, la France est un pays européen, occidental, de culture chrétienne, latine, et je veux absolument pas qu'elle soit mêlée au pays des BRICS. Ah, vous ne voulez absolument pas? Ah bah oui, c'est à moi que vous vous adressez. C'est votre avis personnel. C'est doublement mon avis personnel, je vais vous dire pourquoi. Parce que vous avez raison de le préciser. C'est une volonté, c'est un ressenti, mais c'est aussi une volonté et un ressenti qui sont les conclusions d'une analyse. Ça veut dire que les BRICS aujourd'hui et d'ici 2030 vont représenter justement 44% des points de croissance du monde entier. Et je parle même pas de la population. La moitié de cette croissance va être potentiellement effectuée par qui? Par la Chine. Ça veut dire que vous avez au sein des BRICS une grande Chine principalement qui est un poids lourd, un peu comme les États-Unis étaient le poids lourd de l'Occident précédemment, et les États-Unis étaient constitués de l'Europe et des nations européennes. Et après, vous avez la Russie aussi, vous avez l'Arabie Saoudite, vous avez tout un Sud global, on a appelé. Par Sud global, on incluait même la Russie jusqu'à présent, on incluait tout ce qui n'était pas l'Occident finalement. Et pourtant, la Russie est pas tellement au Sud. Mais vous avez ce qui n'est pas du tout occidental, les Slaves. Et moi qui connais un peu l'Ukraine, je peux vous dire justement qu'entre la Pologne et l'Ukraine, vous voyez la fracture, vous voyez que vous passez d'un pays d'Europe à un pays slave, avec une autre culture, l'orthographe, les mentalités, les personnalités. Et donc vous avez des Slaves, vous allez avoir des Africains, il y en a déjà, et même parmi les fondateurs, le S, je sens l'Afrique du Sud. Vous allez avoir, pas les tout premiers fondateurs, mais qui arrivaient juste après, puis c'était les BRICS au départ, avant l'intégration de l'Afrique du Sud. Vous allez avoir beaucoup de le monde émergent, mais qui a déjà émergé, donc l'Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis qui ont intégré, il y a l'Iran, donc il y a une culture qui est totalement opposée à la culture occidentale. La France ne peut pas faire partie des BRICS. En tout cas, il y a beaucoup de monde aujourd'hui dans les BRICS. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste dans le G7 pépère et on attend que les BRICS nous bouffent? Vous me demandez ce qu'on doit faire, je peux vous répondre. Vous sortez de l'Union européenne et vous sortez de la Banque centrale européenne. Tous. France, Allemagne, Italie, Espagne. Vous avez des nations fortes. Vous abaissez considérablement l'imposition, comme tous les pays d'Europe de l'Est, Hongrie, Bulgarie, Roumanie, vers lesquels toutes les sociétés de l'Europe de l'Ouest, précédemment, justement, et actuellement, se dirigent. Vous reformez des nations très fortes, avec des dirigeants très charismatiques, qui défendent les intérêts de leur population, un peu à la Trump, qui défendent les intérêts de leur nation, et qui signent des traités au cas par cas, et secteur par secteur, avec les autres pays européens. Donc par exemple, moi, je serais président français, je vois les Italiens, et je parlerai au président italien. Je dirais, nous, on est plus doués sur le service en ce moment, et on va peut-être, étant donné qu'on va prendre de bonnes décisions, on va essayer de redevenir les meilleurs également dans des secteurs où on a été dépassé, et vous êtes plutôt doués sur une nouvelle catégorie de luxe, par exemple. Vous êtes de gros exportateurs de produits manufacturés de haute qualité. On va signer des traités pour pouvoir travailler correctement, avec du libre-échange là-dessus. On va parler avec les Allemands qui ont un gros tissu industriel. On va signer des traités. Donc on aura une architecture européenne parfaitement opérationnelle. Donc à tous les détracteurs qui diront non mais l'Europe c'est tout, on est plus fort à plusieurs, je vous dirais regardez, on sera toujours plusieurs et on sera toujours européens, sauf que ce sera chacun chez soi, il y aura une balance des paiements qui sera parfaitement rééquilibrée, et que quand il y en aura un qui aura gagné plus que d'autres sur un secteur, que ce soit le service ou les biens, eh bien il y aura des balances des paiements qui seront réajustées, qui seront rééquilibrées. Donc vous aurez une Europe des nations. Vous parlez de dirigeants charismatiques. Vous ne pensez pas à Emmanuel Macron, quand même? Non, je pense pas à Emmanuel Macron. Je n'ai pas de sympathie particulière pour Emmanuel Macron. Vous pensez à qui, alors?
Ah, là, j'en vois pas beaucoup pour le moment, mais ils sortiront du bois. Mais je sais pas si aujourd'hui ils ont la possibilité, on va dire, d'être particulièrement. Mais le dirigeant, ça, c'est pas très important. Ce qui est important, quoi qu'il en soit, c'est qu'il soit charismatique par rapport à l'état d'esprit qui soit véhiculé. Ce que je vous Vous exposais avez évoqué précédemment. Donald Trump tout à l'heure. Bah oui, lui, Qui il est pourrait charismatique, incarner ouais. le Donald Trump français Là, aujourd'hui? il y en a pas. Là, actuellement, si vous me posez la question, est-ce qu'il y a un Donald Trump? Il y a ni Musk, il y a ni Trump en France, non? Nothing. Non, nothing. Ouais, vous pouvez le dire. Il y a eu en Italie, à une époque, justement, Berlusconi, qui était un peu dans cette catégorie-là pour les Italiens, mais qui malheureusement s'est inscrit aussi dans un état d'esprit où la mondialisation était triomphante, et en même temps où elle avait le revers de la médaille, elle amenait ce revers de la médaille, elle était aussi triomphante que ce qu'elle détruisait. Donc il a aussi appauvri finalement les Italiens. Ça fait partie de mes grands regrets. Vous me parlez de mes fiertés précédemment, vous savez que j'ai un ami qui est un grand promoteur, qui était très proche de Berlusconi, je fais court là-dessus, hein, mais qui me dit, il faudrait que tu fasses une interview de Berlusconi. Je dis bien sûr, mets-moi en relation. Il y a 2 ans, là, il y a 1 an à peu près, il me dit, je passe un coup de fil demain. Le lendemain, un bon ami de Berlusconi m'appelle en me disant, on va caler l'entretien, mais là, il vient d'entrer à l'hôpital, il était très malade déjà, mais rien de grave, et ça ira. 3 jours après, je monte dans ma voiture, je mets la radio, Silvio Berlusconi était mort, malheureusement. Ouais. Et ça fait partie de mes grands regrets, parce que j'aurais vraiment voulu faire un entretien économique, de business, financier avec Berlusconi. Je pense que oui, les deux, ça aurait été super intéressant. Bon. Ça m'aurait plu, oui, surtout qu'il parlait français. Assez bien. Bon, on est d'accord que cette histoire est quand même vouée à l'échec. Pas de leader, pas de vision, pas d'avenir. Ah oui, mais ça, on s'en sortira pas comme ça. C'est pour ça que je vous dis, moi, il y a des solutions que j'appelle de mes voeux, il y a personne pour les représenter par contre pour le moment. C'est pas mon but parce que j'ai pas envie de faire une carrière politique, c'est pas, je suis journaliste. Vous n'avez pas d'ambition politique? Non, j'ai pas d'ambition politique, j'ai des ambitions politiques pour le pays et j'aimerais que la politique se porte bien, mais mon rêve n'est pas d'être un homme politique. Donc, c'est vrai? Absolument pas. Mais je pense que c'était pas le rêve de Donald Trump d'ailleurs. Je pense pas que Donald Trump ait rêvé d'être un homme politique. Et si vous aimez, en plus aujourd'hui, sincèrement, ce qui est intéressant, c'est d'être politique à de très très haut niveau ou pas du tout. Si vous êtes Emmanuel Macron, je pense qu'Emmanuel Macron mène une vie assez agréable et divertissante. Mais moi, il me semble avoir vu quand même des commentaires sur Internet de gens qui disaient Tom Benoît, président. Oui, je vois souvent un ministre de l'économie ou président. C'est pour ça que je posais la question, pas d'ambition politique. Non, mais je veux pas décevoir parce qu'effectivement, ça me touche. Je reçois beaucoup de messages de personnes qui me disent investissez-vous, mais je dis c'est pas possible et ça ne servirait à rien. Ça n'a pas d'utilité particulière. On a beaucoup plus d'intérêt justement en essayant de faire évoluer. J'ai une dimension politique puisque je suis un journaliste politisé en quelque sorte et que j'essaie de pousser certains politiques dans leurs retranchements les plus favorables. Sans jamais les déstabiliser, c'est pas le but, mais d'essayer de faire un petit peu avancer la cause, mais mon ego n'est pas porté sur la politique. Si un jour j'ai l'occasion en tout cas de faire avancer considérablement les choses pour le pays, je le ferai. Avant ça, je le ferai jamais, mais j'ai pas d'envie de carrière politique, pas du tout. L'un des objectifs des BRICS, c'est de créer leur propre monnaie commune pour sortir de l'hégémonie du dollar. Ouais. Et en même temps, Donald Trump annonce qu'il criminalisera tous les pays qui sortent du dollar, justement. Alors on va faire un petit peu de pédagogie. Moi, j'aimerais savoir en quoi ce serait un désastre pour les États-Unis que le dollar ne soit plus la monnaie de référence. Déjà, vous regardez le financement des États-Unis. Est-ce qu'il se fait par le commerce? Non. Vous regardez le financement de l'Allemagne, par exemple? Oui. Les Allemands, c'est très clair, hein, pour faire vraiment le plus prosaïque possible. Vous êtes Allemand, vous vendez des produits, vous enrichissez, vous êtes Américain. Vous avez du déficit sur les biens, vous avez du déficit sur les services. Ça veut dire que vous importez plus de services et plus de biens que vous n'en exportez. C'est pas grave, vous vous enrichissez quand même. Pourquoi? Parce que vous avez une hégémonie monétaire, obligataire et boursière. Monétaire par le dollar, parce que c'était la fameuse citation, justement, c'est notre monnaie, c'est votre problème, aux autres, le dollar. Avec le dollar, vous allez tous vous en servir, c'est la grande monnaie, premièrement, d'échange jusqu'à présent, qui en termes d'échange est déjà largement dépassé région par région, et notamment au sein des BRICS, parce que le yuan, la monnaie chinoise, est devenue la première monnaie d'échange transfrontalier en mars 2023, donc à ce niveau-là, il est déjà un peu déstabilisé. Et vous avez aussi une monnaie, le dollar, qui est une grande monnaie de réserve. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde, une fois qu'il détient tout le monde des devises, se dit, il faut que je les loge, et comme tout le monde me dit, les agences de notation et les autres, qu'il faut que je les loge en dollars, j'achète des T-bills américains
américain, j'ai dans mon portefeuille des obligations américaines. Et de notre côté, vous avez une puissance, donc ça c'est la puissance obligataire. Vous avez une puissance boursière. Pourquoi ? Parce que vos actions se portent très bien, vos valeurs se portent très bien, donc tous les gens également qui engrangent les devises, je dis les gens mais ce sont des groupes ou des États ou après, des fonds souverains, des fonds d'investissement achètent des actions américaines. Donc à ce moment-là, les Américains ont une hégémonie qui repose sur l'architecture financière, mais pas seulement sur l'exportation. Il suffit pas qu'ils soient attrayants. Ils sont attrayants parfois, hein. Vous regardez Internet, par exemple, ils détiennent Internet avec les GAFAM. En tout cas, une grande partie. On va me dire, il y a des moteurs de recherche en Chine, c'est vrai. Mais ils détiennent quand même pour une grande partie du monde l'Internet. Et ils ont, dans l'industrie, une catégorie d'industrie aussi, ils sont un peu à l'avant-garde. Mais l'hégémonie du dollar était essentielle pour les Américains en ce sens. Pour être un peu original par contre et précis, ce qui va se passer, c'est que les Américains vont déréguler ils ont compris que les monnaies traditionnelles, ce qu'on appelle la monnaie fiat, la monnaie fiduciaire, et qui repose elle-même sur des systèmes dits obligataires, sur de la levée de dette, si vous émettez pas de dette, il peut plus y avoir de monnaie. Et c'est le gros problème aujourd'hui. Et pour faire une digression, mais précise pour que tout le monde comprenne, aujourd'hui le gros problème, c'est que le système obligataire, le système financier mondial est tenu par l'Occident, américain en premier, et un peu européen, et que pour qu'ils tiennent, il faut que les États américains et européens lèvent énormément de dettes. Pourquoi ? Parce que lorsque la France, par exemple, lève de la dette, elle crée des collatéraux de première catégorie, c'est-à-dire des collatéraux qu'on considère comme étant les plus sûrs du monde, qui vont permettre, pour toute une partie de la finance assez obscure, mais quand même un peu réglementée, ce qu'on appelle les brokers-dealers, dans le jargon en quelque sorte, et qui sont des sociétés assez opaques, mais quand même officielles, qui appartiennent à Citigroup, à JP Morgan, un peu à nos groupes bancaires également en Europe, il y en a une quinzaine à peu près, de transformer de la monnaie illiquide en de la monnaie liquide. Et pour ça, il faut qu'ils aient des collatéraux de première catégorie. Et pour qu'il y ait des collatéraux de première catégorie, il n'y a qu'une solution pour le moment. Laquelle ? C'est la dette d'États occidentaux. Okay. C'est pas d'avoir de l'or en portefeuille, c'est pas des actions. On est en plein dedans du coup. Oui, mais le problème, c'est quoi ? C'est que les États occidentaux, justement, sont de moins en moins crédibles et solvables pour lever de la dette. Donc là, vous avez un double problème, parce que si les États européens ne peuvent plus lever de la dette, ils peuvent plus se financer pour financer leurs dépenses publiques, qui par ailleurs étaient raisonnables, mais ça, c'est un problème politique, je dirais, mais vous avez un problème monétaire, parce que si eux ne peuvent pas lever de la dette, en réalité, dans le jeu, ça met tout à plat, parce qu'il fallait qu'ils soient suffisamment sains pour pouvoir lever de la dette, et pour qu'on puisse à côté créer de la monnaie. Donc il va y avoir ce gros problème, et les Américains l'ont compris, et ils ont compris qu'il y allait y avoir également une polarisation des systèmes de paiement, d'épargne et de réserve de valeur. Je vous parlais précédemment de la société avec laquelle je travaillais sur l'autodétention d'actifs, mais vous allez avoir les crypto-monnaies pour les paiements également, et ils se sont mis dans l'idée, et Trump a allègrement collaboré à cette idée, on le voit, de devenir la capitale des crypto-monnaies. Ça veut dire que dans l'état d'esprit de Donald Trump, qui n'est pas très éloigné du mien, je veux dire, donc je comprends assez bien, je ferais certainement la même chose si j'étais à sa place, je me dis, et il se dit, bon, on a le dollar, il faut qu'il reste le plus fort en termes de monnaie, ça veut dire qu'on veut pas que le yuan devienne une monnaie quand même très respectable ensuite et qu'elle supplante un peu le dollar en qualité de monnaie de réserve, ça peut aller très vite, hein. Même si le yuan est un nain pour le moment en qualité de monnaie de réserve, ça peut aller très vite si les Chinois ouvrent leur marché obligataire. Donc les Américains veulent pas ça, ils veulent vraiment militariser et continuer à militariser la monnaie et garder un dollar très fort, et ils veulent à côté, sur le système des crypto-monnaies, être aux premières loges, déréguler au maximum, et dans quelques semaines, quelques mois, quelques années, au fur et à mesure, dire, puisqu'on a tout dérégulé... Mais ils ont de la concurrence avec le Moyen-Orient, et notamment réguler. Dubaï. Oui, mais Dubaï, c'est quand même étroitement lié. Ils font partie des BRICS, Dubaï, puisque c'est les Émirats Arabes Unis. Mais leur monnaie, elle est arrimée au dollar. Elle fait partie d'un système à change fixe qui est arrimé au dollar. Donc, et ils n'ont pas d'armée pour le moment, donc ils sont quand même étroitement liés aux Américains. L'Arabie Saoudite, pour le moment, c'est un petit peu la même chose. On s'en est rendu compte avec le pétrodollar. Là. Ils font au pétrodollar, mais enfin, c'est tout récent. Il y a quand même un lien. Et ils peuvent pas totalement l'abroger en quelque sorte, militaire également et de protection avec les États-Unis. Donc pour le moment, ce sont des pays justement qui sont intéressants, le Moyen-Orient, parce qu'ils sont in-out, in dans l'un, out dans l'autre et vice-versa. Ils font partie, Émirats Arabes Unis font partie des BRICS, ils ont une monnaie qui est arrimée au dollar. Alors on enchaîne avec l'élection de Donald Trump. Ouais. J'ai cru comprendre que c'est un personnage que vous appréciez plutôt bien. Est-ce que l'élection de Donald Trump marque un rejet massif des idées associées au wokisme dans la société ?
Oui, totalement. Je crois que c'est même l'un des éléments les plus... Il y a deux éléments. Il y a l'axe business, qui est très important pour les Américains, les Américains veulent faire du business sans arrêt. Ils font du business de partout. Donc lorsqu'ils ont des chefs d'État qui viennent leur raconter des contes, des fables, qui sont un peu à l'européenne en quelque sorte. Oh, ne vous fatiguez pas, on va vous prendre en main, on va vous aider, vous n'aurez pas à chercher à faire des affaires, on sera là pour vous, on va vous aider, on prendra les dépenses de ça. Ils n'y croient pas un traître mot. Alors qu'en Europe, il y a des gens quand même qui sont beaucoup plus naïfs. Pas tous, hein, mais je veux dire, il y en a quand même pas mal. Donc il a dit aux Américains, on va ouvrir les vannes du business, on réduit déjà 2000 milliards la dépense publique avec le projet d'Elon Musk, le fameux Dodge, justement, la DOGE, qui est un clin d'œil aussi aux crypto-monnaies, et on va vous laisser faire du business, et après on va faire passer des traités très traditionnalistes. Un homme est un homme, c'est ce qu'il dit, Dieu a fait un homme et une femme et rien d'autre entre les deux, et plusieurs personnalités qui sont intervenues en disant non, il y aura pas de toilettes portantes sexuelles, il y aura pas, on met fin aux thérapies de genre pour les mineurs, toutes ces mesures qui sont anti-woke. Personnellement, je les partage également. Mais c'est de l'atteinte envers personne, mais moi je pense qu'au-delà du wokisme, c'est quand même très centré sur le genre. Hein. Le wokisme sont des personnes qui veulent être dégenrées. Je veux dire, si on enlève le principe de je suis plus un garçon, je suis une fille ou je veux devenir l'un ou l'autre, on supprime ça, il n'y a plus vraiment de wokisme en réalité. Et à la rigueur, la part du wokisme, parce que wok ça veut dire quoi? Ça veut dire éveillé au départ. Donc si être éveillé c'est devenir une fille quand on est un garçon, je m'inscris en faux personnellement, c'est pas être éveillé du tout, ça c'est avoir une problématique personnelle, on peut le traiter comme on veut après, mais c'est avoir une problématique, c'est pas être éveillé du tout. Donc ça veut dire quoi? Qu'il y a un rejet justement de ces idées-là, du wokisme, chose que c'est quand même paradoxal avec ce qu'on nous montre dans les médias. Bah oui, bien sûr, vous voulez dire là-bas ou ici? Partout, là-bas et ici. Non, c'est différent. Là-bas, il y a quand même des médias où, justement, vous avez des personnes qui sont opposées au wokisme et qui s'expriment également. Il y a toujours des médias qui s'expriment différemment. Ici, c'est un petit peu plus unique comme pensée, quand même. Ah oui, beaucoup plus. Alors, en Europe, pour travailler avec beaucoup de médias aujourd'hui, mais je jette la pierre à personne, hein, c'est pas le but, mais effectivement, aujourd'hui, on est quand même obligé de s'inscrire. Si vous êtes... Il y en a quelques-uns, hein, beaucoup plus sur CNews en quelque sorte, mais sur tout le service public en tout cas, il y a une patte assez woko-sympathisante, si je puis dire. Hein. Il y a une sympathie pour le wokisme, mais qui est beaucoup basée sur le genre. Et moi, il y a un truc qui me désole là-dessus, c'est l'éloignement du rapport à la nature et au corps. C'est qu'on a une population qui s'est jamais aussi mal nourrie, en quelque sorte. Aux États-Unis, il arrive Kennedy également avec Trump, qui dit on va mettre fin aux produits finis, on va faire... Ben, c'est formidable, on devrait se réjouir de ça. Et moi, ça fait des années que j'appelle de mes vœux ici. Quand je vois la diététique de façade normée avec les Nutri-Score également ici, et tous les produits finis qui font qu'on est le pays dans lequel l'augmentation des cancers est la plus importante d'Europe. Vous vous rendez compte? Et c'est une augmentation dans tous les pays d'Europe. Mais la France, c'est terrible. Mais c'est des femmes comme vous, des hommes comme moi qui ont 30 ans et qui se retrouvent avec des cancers du sein, le cancer du pancréas, augmentation phénoménale également. Il faut mettre un frein à tout ça, il faut se poser des questions et c'est d'ordre alimentaire. Et le wokisme, pourquoi je fais ce parallèle-là? Parce que c'est avant tout le nihilisme de ce que vous êtes, c'est la volonté de faire abstraction sur ce que la nature a fait de vous et sur la réponse et la communication que vous devez faire et que vous devez avoir avec la nature. Vous devez communiquer avec votre nature. Je parlais de l'habitude au début de cet entretien. Vous arrivez sur Terre, vous ne savez pas vraiment pourquoi, et vous devez vous découvrir. Le connais-toi toi-même de Socrate, et donc connais-toi toi-même et tu te découvres en étant en quelque sorte un homme, une femme, un humain avant tout, un petit occidental, français, on va pas manger la même chose d'ailleurs si on est africain, hollandais, si on a des ancêtres qui ont consommé des produits laitiers pendant des siècles, ou si on a consommé des végétaux pendant des siècles et des générations, et donc on apprend à se connaître et on répond à sa nature. La nature c'est le vivant, hein. À l'époque avant Spinoza, justement, le Dieu c'était la nature. Qu'on soit athée ou pas, mais je veux dire, c'est l'incarnation, c'est le vouloir vivre schopenhauerien, c'est ce qu'il y a avant tout le reste, c'est cette volonté de vivre en quelque sorte de la vie elle-même, de ce qui est au milieu, et qu'on n'arrive pas à comprendre. Ça n'a pas de sens, mais ça vit, ça grouille, ça existe, ça anime tout ce qui a vie, ce qu'a expliqué Schopenhauer. Et donc il faut répondre à cette nature. Et on s'éloigne de plus en plus de la communication qui permet de comprendre cette nature pour lui répondre. Et ça, c'est le wokisme. Ça veut dire que non, vous ne voulez même plus comprendre ce qu'est votre nature, vous voulez directement la changer par des moyens chimiques et médicaux.
Moi, je suis D'accord. contre et Trump a l'air contre aussi. Voilà. Moi, ce que je trouve très intéressant surtout, c'est que, par exemple, dans le camp Kamala Harris, justement, c'était plutôt l'hommage au wokisme. Je crois, alors il y a Candace Owens, une journaliste américaine que vous Je connaissez connais, sûrement, ouais. qui a révélé le montant de Beyoncé. Elle a été payée plus de 10 millions de dollars pour soutenir Kamala Harris publiquement. Bon, je ne savais pas que la parole de Beyoncé, la parole politique, coûtait 10 millions de dollars, c'est On parlait de énorme. Dubaï précédemment, elle a augmenté ses tarifs parce que Et justement un jour à Dubaï, Beyoncé était venue faire une représentation pour l'inauguration d'une société dans un hôtel. J'ai un budget oui, faramineux c'est et vrai, elle avait récemment. pris 30 000 $. Mais en tout cas, je ne savais pas que sa parole politique coûtait aussi cher, mais visiblement, ça n'a pas fonctionné. C'est un total échec. Et donc, Absolument, ouais. moi, c'est là où je me pose comme question, parce que vous nous dites ici en France, en tout cas, les médias traditionnels, les médias mainstream, font justement l'éloge du wokisme. Alors, quand on voit ce qui s'est passé aux États-Unis, quand on voit que finalement la population s'est plutôt tournée vers un autre discours, celui de Donald Trump, qu'est-ce qu'on doit attendre, nous, ici en France ? Est-ce qu'il n'y a pas des leçons justement à retenir de tout ça ? Ah oui, certainement, bien sûr, ouais, mais je vois peu de personnes pour les représenter aujourd'hui, par ailleurs. Ce qu'on devrait attendre, le bilan, c'est de dire en quelque sorte, essayons de comprendre, mais c'est assez global, hein, justement, dans tout ce focus, il y a la dimension physique qu'on évoquait précédemment, il y a l'intégrité physique, l'autonomie, c'est essayer à l'américaine un petit peu de retrouver un peuple à la fois de businessmen et women, et de gens qui ne soient pas des assistés à la fois physiques et intellectuels, et qui soient en capacité de réfléchir par eux-mêmes, d'être libres, de choisir, de vivre, de croire, et de... Est-ce que c'est le signe du déclin d'une société lorsque cette société justement se concentre sur les mœurs comme le fait le wokisme plutôt que sur les problèmes réels de la population ? Parce que Oui. c'est le sentiment que ça nous donne. C'est que finalement les gens se sont dit attendez, arrêtez de vous moquer de nous. Taylor Swift t'es bien mignonne, on aime bien l'artiste que tu es, mais reste à ta place et laisse la politique pour Ouais. les gens sérieux. Nous on a des vrais problèmes de la vie de tous les jours. Et c'est un peu le message fort, en fait, qui sort de cette élection de Donald Trump. Il y a un ras-le-bol, absolument, bien sûr, c'est un rejet. Moi, je pense qu'à partir du moment où il y a une abnégation de la réalité, de ce que l'on est, du corps, du physique, et la construction d'assistance, l'élaboration d'assistance chimique et médicale perpétuelle et d'artificialisation autour de l'humain, ça contribue au déclin de la société. Et le wokisme a une part de responsabilité, alors on l'a importé des États-Unis, et au-delà de ça, c'est la déresponsabilisation qui est doublement malheureuse en Europe, parce que même lorsqu'ils sont woke, les Américains sont responsables et restent responsables généralement, et restent assez braqués, assez brutaux. Alors qu'en Europe, il y a tout un schéma de déresponsabilisation. J'ai l'impression que les gens sont un peu en dehors de leur corps, en quelque sorte, beaucoup en France, hein, plus que... Ah oui ? Ouais, plus que dans les autres pays d'Europe. Comment ça, en dehors de leur corps ? Vous pensez que ce sont des gens qui sont influencés, assistés ? Oui, assistés, et puis on voit bien que l'augmentation également des pathologies qui sont liées justement à l'obésité, à la sédentarité, au surpoids, et financièrement au fait également d'avoir un besoin d'assistanat perpétuel, y compris pour les sociétés où il faut que toutes les sociétés soient reprises par la puissance publique, ce qui est le bras armé de la corruption également. On prenait le cas de Atos par exemple aujourd'hui, où toutes les startups, on parle souvent des startups, la Startup Nation, justement, c'est un peu un projet flop, très ça, cher. non ? Pardon ? C'est un flop un peu, non ? Bah La oui, Startup c'est Nation. totalement un flop, mais c'est surtout que ça veut rien dire, parce que qu'est-ce que c'est une startup ? Une startup, à la base, hein, en théorie, c'est une société qui part de rien et qui arrive à lever des fonds pour gagner de l'argent et quand même pour rétribuer les fonds qui ont été levés. Ça, c'est dans un schéma libéral et sincère. En réalité, la Startup Nation, ça n'a pas été ça a été une société qui part de rien, qui lève des fonds par des accointances publiques et qui n'arrive pas à grand-chose, mais qui a un gros capital parce qu'elle a levé des fonds par des accointances publiques. Bah, ça, c'est pas une startup, c'est de la corruption. C'est tout. Et c'est pas du libéralisme, c'est de l'escroquerie. Donc là, parce que le principe, par contre, de l'entreprise qui part de zéro, qui lève des fonds, qui fait gagner de l'argent à ses actionnaires et qui en gagne aussi, ça s'appelait pas start-up, ça s'appelait entreprise qui a réussi, tout simplement. LVMH, Bernard Arnault a démarré avec une 50aine de millions d'euros, à peu près, l'équivalent en proportion, et il est devenu l'homme le plus riche du monde. Jean-Luc Lagardère a démarré avec encore moins que ça. Il était un ingénieur, c'était pas le plus pauvre du quartier, si je puis dire, mais je veux dire, il a démarré avec moins que ça, et il a créé EADS. Donc c'était des entreprises qui réussissaient, donc lever des fonds, personne l'a inventé. Il n'y avait pas besoin que ça s'appelle Startup ou Startup Nation. Mais le problème, c'est qu'on a voulu
ultra diriger l'économie, on a voulu mettre la main sur tout ça. Ce qui est une forme de wokisme un peu. Est-ce que quelqu'un comme Bolloré pourrait incarner le Trump français? Il s'en rapproche un peu, j'ai beaucoup de sympathie pour Bolloré en tout cas, et pour sa famille, ses proches, j'ai beaucoup de sympathie pour une de ses sœurs, dont je tairai le nom, mais qui le motive en tout cas. C'est précis. À cela, oui. Pour une de ses sœurs. Oui, il y en a plusieurs. Et qui serait ravi de le voir être, je pense, le Trump français, mais en tout cas faire une belle carrière politique. Je pense qu'il en a l'étoffe et il en a la capacité, il en a les moyens également à côté. C'est un avis tout à fait personnel, qui n'engage que moi là-dessus, et Vous pensez que Bolloré pourrait y aller, pourrait s'engager? Je pense en tout cas qu'il en a envie et qu'il y pense tout le temps, oui. Ah, c'est vrai qu'il y pense tout le temps. C'est une pas info qu'il que le vous fera. donnez quand Non, même, c'est là. pas une info, c'est un avis. Je dis pas qu'il le fera, mais qu'il y pense, oui. D'accord, c'est intéressant en tout cas. Qu'est-ce qu'il fait pour avancer dans cette direction? Déjà, j'ai l'impression, mais ça, c'est pas une info, qu'il a de grands positionnements dans les médias. Est-ce que vous le fréquentez à titre personnel? Non. Vous fréquentez sa sœur alors? Oui. C'est ça. Ok, Ouais, on on l'aura s'est compris. croisés quelques fois, mais j'ai de très bons rapports avec sa sœur. Ouais. À titre personnel, Tom, Ouais. qu'est-ce qui vous préoccupe le plus dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui? La santé, si vous me parlez à titre personnel, et la dégradation des capacités justement d'être souverain en termes de santé, le manque de réflexion sur tous les nouveaux enjeux de santé publique, donc c'est la 5G également qui va être omniprésente, et la suite, c'est les pesticides, les produits finis, sont tous les perturbateurs endocriniens. Lorsque vous rendez dans vous allez par exemple dans un hôtel, vous êtes au sommet d'une tour, c'est justement l'édile politique qui, en théorie, devrait prendre soin de la santé publique en se disant oui, mais il faut pas qu'il y ait tant de gigahertz, c'est des ondes qui vont justement amener à des problématiques de santé. Il faut pas que tel produit soit utilisé également dans les lave-vaisselle parce que dans les verres vous allez retrouver tel résidu de perturbateur endocrinien. C'est tout ça, c'est la santé publique et la santé collective, parce que je vois réellement que c'est une préoccupation qui est devenue malheureusement au même rang que sur les sujets économiques, un sujet de cahier des charges, mais qui est absolument pas concret. Et on va tous en payer le prix. Et je sais que vous faites très attention, vous, à votre hygiène de vie, à votre alimentation. Ouais. Vous ne consommez quasiment pas de fast-food, c'est ça? Ah non, zéro. Non. Fast-food, zéro pas fast-food. du tout, ouais. Ah oui, pas du tout. Quel intérêt de consommer un fast-food? C'est pas... Moi, je vous rejoins sur ce point, mais de temps en temps, on a envie de se faire un burger. Non, mais non, pas vraiment. Non, si je veux manger un sandwich, je mange de bonne qualité, mais pas un burger. Dans les fast-foods, ce sont des burgers avec des pains sucrés, des viandes artificielles. Non, ça m'intéresse. Alors, vous mangez quoi? Je mange beaucoup de produits simples, c'est-à-dire des poissons grillés, des viandes grillées, des légumes grillés, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes crus également, et des céréales les plus complètes possibles, beaucoup de pâtes aussi, j'ai des origines italiennes, et avec mon père, nous sommes de grands amateurs de pâtes, puisqu'on me posait la question à l'italienne, ou à la poutargue, au branzino, sauce rouge. Des choses simples mais délicieuses. Ouais, élaborées, de la cuisine traditionnelle en tout cas. Pourquoi c'est si important pour vous? Est-ce qu'à un moment donné dans votre vie, vous avez eu une prise de conscience? Pour d'autres raisons, j'ai eu une prise de conscience là-dessus. Je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai toujours mangé très sain par ailleurs. Après, au fil du temps, on apprend aussi là-dessus, donc on a de meilleures habitudes. Oui, et on s'éduque. Voilà, on s'éduque un petit peu. Par contre, j'ai beaucoup aimé le vin, j'ai beaucoup bu de vin dans mes jeunes années, mais beaucoup, vraiment, hein, j'ai beaucoup aimé, j'ai goûté les plus grands vins et tout, et même les moins grands, j'ai beaucoup bu, et d'un jour à l'autre, après, j'ai toujours fait beaucoup de sport également, j'ai dit non, ça prend trop de place, après on a moins d'énergie, je bois trop souvent, et j'ai arrêté de boire totalement, et aujourd'hui, je bois, mais plus du tout pour l'ivresse, quoi, je bois un peu de vin de temps en temps, mais un demi-verre, un verre au maximum, voilà, mais j'ai plus envie de boire. Donc sur la santé, mes erreurs, ça a été ça. Vous êtes en quelque sorte dans une quête de perfection personnelle? C'est pas une... Oui, mais c'est pas en ce sens... C'est plutôt une quête, j'employais le mot congruent précédemment, je suis à la recherche de ce qu'il faut en quelque sorte. C'est pas une perfection pour essayer de faire mieux, parce que la perfection c'est plutôt aller dans une forme d'excès. Moi ce que j'essaie c'est de répondre au mieux à ce qui va pouvoir m'apporter de la satisfaction, et ça marche, donc je le continue. Et je pense que c'est un petit peu la base de la vie justement avant de penser à la perfection, c'est de se dire...
Je vais chercher à comprendre ce qui me correspond, le fonctionnement, et ce qui va me permettre justement déjà d'être dans une forme d'équilibre. C'est un peu comme le Schopenhauer, on aussi comme un pendule à droite, à gauche, entre la souffrance et l'ennui. Et dans les Parerga et Paralipoménal à la fin de sa vie, Schopenhauer disait, je sens la quête du bonheur ultime, une fois qu'on est libéré en plus du désir sexuel qui nous obsède toute une vie, et qui est quand même très préoccupant, et qui apporte plus de préoccupations que de plaisir, et les plaisirs sont assez courts, on s'aperçoit que le plus grand des plaisirs, finalement, c'est de ne pas avoir de souffrance. Et pas avoir de souffrance, c'est pas une perfection, parce que la perfection, c'est aussi d'avoir une vie exaltante, mais sans souffrance. Mais donc là-dessus, c'est plutôt une forme d'homéostasie et une recherche d'autorégulation où tout fonctionne en quelque sorte et où tout est à sa place. C'est une réflexion intéressante parce que quand on vous entend parler, des fois on l'oublie. Hein. Vous dites dans mes jeunes années. Bon, il faut rappeler quand même que vous n'avez que 29 ans. Ah oui, mais alors des fois on a l'impression que vous avez... c'est la fin de la jeunesse quand même, c'est la fin de la vraie jeunesse. Vous entrez dans la trentaine, bon ça va. Ouais. Vous avez quand même eu une prise de conscience assez jeune. Oui, bien sûr. On peut pas se le mentir. Parfois quand on vous entend parler, on a l'impression que vous êtes plutôt un homme plus âgé de 40, 50 ans, dans un corps de jeune de 29 ans. Ouais. Bah, tant qu'on dit encore dans un corps de 29 ans, ça me va. Ouais. À quoi ressemble la journée type de Tom Benoît ? Il n'y en a pas, non, elles sont très différentes généralement. Non, il n'y a pas de journée type. Par exemple, la journée je fais du sport tous les jours, par contre, généralement. Okay. J'essaie de faire du sport tous les jours. Quel type de sport ? Ça dépend là aussi, ça peut être cardio, muscu, j'aime beaucoup la musculation, j'en ai fait beaucoup. Beaucoup d'abdos, beaucoup de pompes, beaucoup en plein air quand je le peux. Dans des salles de sport aussi quand je suis à l'hôtel et à différents endroits, mais j'essaie de faire du sport à différentes journées. La journée type, c'est que si je fais beaucoup d'interviews, comme avec vous par exemple, et de rendez-vous de business après, je fais du sport en fin de journée. Si j'ai peu de rendez-vous de business et beaucoup de travail un peu plus immobile de bureau en quelque sorte, je fais du sport en début de journée, parce que j'aime bien ça, et puis après je suis immobile et je me suis vidé, et donc je suis apaisé pour pouvoir travailler d'une façon plus immobile. Donc beaucoup de sport, et puis après ça dépend du pays dans lequel je suis, ça dépend des personnes que je vois et des activités que j'ai, quoi. Et quels sont vos loisirs en dehors du travail ? Qu'est-ce que vous aimez faire lorsque vous ne travaillez pas ? Je suis pas un mec de loisirs vraiment, moi, non, parce que comme je vous dis, j'ai une vie qui me plaît tellement et qui me passionne, j'ai pas l'impression de réellement de travailler, mais plutôt d'avoir une activité professionnelle. Alors il y a des moments, on va dire que le travail, la part de travail qui me pèse le plus, c'est la part de travail immobile. Il y a des moments où on est obligé d'être concentré, d'être sur un dossier, de lire effectivement ce qu'on nous a envoyé, de passer en revue tous les documents qu'on a, de comprendre les bilans. J'ai un assistant qui me fait des bilans, qui est installé à Londres, quand on travaille sur un dossier, qui essaie d'écrémer un peu et qui m'envoie des comptes rendus assez concis. Et donc là, c'est des moments effectivement où il faut être seulement sérieux et seulement au travail. Ça, c'est du travail. Tout le reste, après, ça fait déjà partie d'une part de loisir en quelque sorte, mais d'accomplissement, d'une aventure professionnelle, humaine. Et puis c'est étroitement lié parce que j'ai beaucoup de relations extérieures qui sont des relations aussi un peu liées à ma vie en général, donc c'est pas... Il y a une vie privée un peu... Bon, on a compris que la vie professionnelle prend le dessus. Hein. Un peu, en tout cas, un peu, beaucoup. Ouais. Pas beaucoup de place pour les loisirs, pas beaucoup de place pour une vie privée. Si, c'est important quand même, de la place pour une vie privée, mais c'est compliqué. Mais bien que ce soit rejoint là-dessus, c'est compliqué à gérer dans le rapport plus intime, en tout cas, avec une femme, c'est pas simple, c'est pas... Parce que je peux me retrouver 15 à 20 jours, par exemple, en étant très occupé, en déplacement, et en ayant l'impression que ça a été 3 jours de ma vie. Et évidemment que... Madame Benoît n'a pas du tout le même sentiment. Non, elle le vit comment ? Non, déjà, il n'y a pas de Madame Benoît, parce que c'est une relation qui est plus épisodique, on va dire. Mais toutes les dernières femmes qui ont fait partie de ma vie ces derniers temps, ces derniers mois, effectivement, ont été assez dérangées, effectivement, par le fait que je sois très... c'est ce qui est passionnant par moment, hein, de notre côté, mais peut-être un peu trop instable à ce niveau-là, un peu trop mobile aussi. Donc ça, c'est vrai qu'à ce niveau-là, j'ai raté quelque chose, j'ai raté en tout cas ma vie cadrée, ma vie familiale cadrée. J'ai 29 ans, j'ai pas d'enfant encore, et j'ai pas une vie stable avec une femme. La vie est faite de choix de toute façon, hein. Ça c'est sûr. Vous, mais c'était même pas un choix. Vous êtes plus focus sur l'accomplissement professionnel. Ouais, mais ça n'a pas été par choix, voilà. Je regrette un peu aussi parce que Ah oui ? Oui, parce que
Je veux dire que c'est pas justement parce que c'est pas un appel à des commentaires, mais je veux dire, je regrette qu'il n'y ait pas parfois justement une femme auprès de moi depuis déjà plusieurs années avec laquelle j'aurais avancé en même temps et qui soit là et qui m'aurait suivi aussi depuis des années, mais on idéalise un petit peu ce rapport parce que je peux être aussi un peu romantique à ce niveau-là aussi, et ça c'est vrai que je regrette, et on repasse pas, on reconstruit pas, vous voyez, c'est un peu comme un rapport familial, par exemple, je disais précédemment, on n'a pas 2 fois le même rapport avec un père, avec une grand-mère, on n'a pas 2 fois le même rapport avec une femme qui aurait été là depuis vos 20 ans et jusqu'à bien plus tard que si vous la rencontrez plus tard. Mais effectivement, quand on a la bonne personne à côté de soi, voilà. Ça nous fait grandir, ça c'est sûr. Ça nous rassure en tout cas. Est-ce que vous voulez avoir des enfants? Oui, je pense Combien? que c'est... Je suis fils de fils unique, donc là-dessus j'ai une géométrie assez restreinte, mais en général, tout cas, les enfants uniques veulent en avoir beaucoup. Non, pas vraiment, non, au contraire, non. Non, parce que justement, là aussi, il y a un rapport au temps, et je pense qu'on peut être un peu coupable, déjà, il faut pas rendre une femme malheureuse, on le disait précédemment, par son absence, quand on a, et c'est quelque chose qu'on peut mal vivre aussi, et que j'ai connu... par rapport, et qui est un sentiment assez désagréable. Et encore moins les enfants. Et voilà, et j'allais y venir. Mais sur une femme, vous m'excuserez, mais c'est pardonnable. Sur des enfants, c'est impardonnable. Et il ne faut pas avoir d'enfants quand on n'est pas prêt à en avoir, et on peut pas. Et surtout, avec la personnalité que j'ai, ce que je considère comme étant le but de la vie aussi, je pense que si j'ai demain un enfant, que ce soit une fille ou un garçon, alors plus jeune, j'aurais vraiment préféré avoir un garçon aujourd'hui. Après, quand des fois on y pense, on attache moins d'importance à ça. On veut vraiment avoir le temps de s'en occuper. C'est bien parce que vous valorisez le quality time, le temps de qualité passé avec les gens. Ça, c'est quelque chose de très important pour vous, j'ai l'impression. Une chose qui m'a marqué chez des milliardaires que j'ai côtoyés justement dans les professionnels, c'est que la plupart sont inaccessibles, et puis après il y a 2 catégories. Tout le monde est très occupé, forcément ceux qui ont beaucoup de sollicitations, et il y en a quand même qui parviennent à être présents quand ils sont avec vous, ils vous regardent dans les yeux, répondent à ce que vous leur dites, après ils tournent les talons, ils y pensent plus, quand ça c'est normal, mais quand ils sont là, et ça c'est important. Ça c'est vrai, très important. Alors selon Robert Greene, auteur à succès que j'ai eu le plaisir de recevoir dans ce podcast, nous avons tous un dark side, un côté sombre qui sommeille en nous et qui peut se réveiller à tout moment. Donc ma question, vous la voyez un peu venir, Tom, quel est votre dark side à vous? Votre côté sombre? Un côté un peu démoniaque quand même, un peu manipulateur par moment, peu... Oui, ça c'est le côté sombre, très rarement. Et peut-être... certaines angoisses existentielles par rapport aux besoins fondateurs, justement, qui sont très éloignés de la vie en société, de la vie professionnelle. Quel genre d'angoisse, pour qu'on comprenne? Le fait de plus revoir ceux qu'on a vus au départ. Moi, j'ai été élevé par des grands-parents qui étaient beaucoup plus âgés, justement, j'avais perdu un des deux. Et de savoir qu'on ne reviendra pas sur ce qui passe, et le temps qui passe, et les gens qui sont là, et parfois qui nous entourent, et les moments. Moi, j'ai toujours été nostalgique, même des moments présents, et à partir de l'instant où un été est terminé, ou un séjour est terminé, je le vois comme un moment fabuleux, parce qu'il est dépourvu de toutes ces angoisses. Donc un côté parfois quand même très mélancolique, et très... voilà. D'accord, vous avez tendance à vivre dans le passé ? Non, pas à vivre dans le passé, mais... à ressasser peut-être le passé ? Aujourd'hui, à avoir peur de regretter le passé dans quelques années, je pense. Il y a quelque chose que vous auriez aimé faire différemment dans votre parcours ? Non, mais j'aurais rêvé, si j'avais eu une autre vie, peut-être très différente de la mienne, de faire des études de finance aux États-Unis en étant parfaitement bilingue par rapport à notre cursus, on va dire, familial. Je sais que l'anglais, ça, c'est votre talon d'Achille. Oui, c'est mon gros talon d'Achille, oui. Je le regrette profondément. C'est quelque chose sur lequel vous pouvez travailler. Voilà, ça se travaille, mais c'est jamais la même chose quand on évolue avec, c'est comme je dis, voilà, voilà, mon regret, c'est ça à la rigueur, mais là où j'aurais aimé que ce soit différent, c'est là-dessus, si je oui, d'accord, faire de la finance aux États-Unis en étant bilingue. Ouais, ça m'aurait passionné. J'aurais aimé faire un petit peu ce que je fais, mais en étant franco-américain, voilà, ça, j'en aurais rêvé. D'accord. Et en tout cas, vous assumez votre côté manipulateur, ce qui est souvent très rare. J'ai une très bonne copine qui a écrit un livre qui s'appelle Mélanie Gaudry, Narcisse perverti, sur les pervers narcissiques, et je me souviens d'un jour où j'étais à Monaco, elle faisait une signature avec Anne Parillaud à Monaco, et je suis passé la voir, et on s'était plus vu depuis quelques mois, et elle m'avait dédicacé son livre, en précisant ce livre sur les pervers narcissiques, et je pense, mon cher Tom, que tu ne l'es pas.
Donc j'ai une approbation en tout cas. Donc je suis manipulateur, mais pas pervers narcissique. Pas pervers narcissique. Bon, voilà. Pervers narcissique, en même temps, c'est un terme qu'on entend partout en ce moment. Moi, ça me gonfle. J'ai l'impression que tout le monde a eu affaire à un pervers narcissique dans sa vie aujourd'hui. C'est devenu trendy. Enfin, c'est bon, quoi. On est d'accord, c'est un peu surfait. C'est un peu surfait quand même. Hein. Bon. En tout cas, merci Tom d'avoir répondu à toutes mes questions. J'ai essayé d'être sincère. Dans le Manal Show, ce n'est pas totalement fini. On finit toujours avec une série de questions rafales. Le but, c'est de répondre le plus spontanément possible, sans trop réfléchir. Des réponses, alors c'est pas oui, c'est pas non. Mais court. Des réponses courtes. Vous avez 2 minutes. Est-ce que vous êtes prêt? Je suis prêt. Sûr? Ah ouais. Parce que là, ça rigole plus. Là, on a rigolé jusque-là. Hein. Dans les yeux. On s'est amusé pendant cet entretien. Maintenant, ça rigole pas. C'est parti. Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin? Je regarde l'actualité. Quel est le dernier livre que vous avez lu? Le dernier qui m'a profondément marqué, j'en ai parlé ces derniers mois, c'est un livre sur la monnaie de Bruno Coleman. Et puis après, j'en ai lu beaucoup d'autres qui ont été insignifiants. Mais c'est La monnaie de Bruno Coleman. Et le livre que vous offririez en premier? Aphorisme sur la sagesse dans la vie d'Arthur Schopenhauer, dernier chapitre des paragraphes. Vous aimez bien Schopenhauer? Il m'a marqué depuis mes jeunes années, je m'en suis jamais libéré. Ouais. Quel est le meilleur conseil qu'on vous ait donné? Le meilleur, c'est une citation de René Char qui m'a été narrée une première fois par un associé, qui est devenu un associé par la suite. Je vais probablement l'estropier, comme on dit en Provence, mais saisis ta chance, crois en ton rêve et serre ton bonheur et cours vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. C'est pas ça, mais c'est à peu près ça. Je vois. Et le pire conseil, celui que vous n'auriez jamais dû suivre? C'est d'être modeste, de prendre le temps, d'attendre pour s'insérer, d'écouter, et voilà, tout ça, ça vous fait perdre un temps fou, soyez surtout éveillés, mais vous n'avez pas le temps d'être inférieur aux autres. Soyez audacieux. Soyez surtout audacieux, voilà. Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie? Je pense justement ce besoin de considérer sa réussite physique avant tout en quelque sorte et d'être sain dans un corps sain avant tout le reste. Et avant tout le reste, c'est de ne jamais... voilà, moi je pourrais pour un contrat pour 1 million qui m'amoindrirait physiquement d'une façon ou d'une autre, je ne céderais pas. Quel est le luxe dont vous ne pourriez absolument pas vous passer? C'est la liberté d'être entrepreneur et c'est pour ça que je vous dis que je n'ai jamais rêvé d'être un politique. C'est que je suis un peu, j'ai un ami qui s'appelle Jean-Louis Gergorin qui était le bras droit de Jean-Luc Lagardère et qui me disait il n'y a pas très longtemps, Jean-Luc était comme toi en ce sens qu'il prenait très peu de rendez-vous et qui gardait beaucoup de temps libre et je garde beaucoup de temps libre, je cale parfois mes rendez-vous comme avec vous par exemple depuis quelques jours, mais toujours sur des plages de journée assez courtes pour être capable de prendre un avion le lendemain et d'aller ailleurs si l'occasion se présente. Le temps libre. La liberté. S'il vous restait 100 € et pas 1 euro de plus, dans quoi les investiriez-vous? C'est difficile comme question. Ça va, c'est un petit budget, 100 €. Ah ouais, mais s'ils sont les derniers, je les investirais dans une belle chemise. Une belle chemise? Ouais, faut toujours bien présenter. Je m'attendais pas à cette réponse. Bah oui, parce qu'avec une belle chemise blanche, vous me lâchez quelque part, je mettrai pas de veste pour que ce soit le printemps ou l'automne, et puis j'irai séduire quelqu'un pour faire quelque chose. Voilà. Quelle est votre plus grande peur? Inéluctablement la maladie, bien sûr. Si vous pouviez avoir l'absolue vérité sur un événement important, lequel choisiriez-vous et pourquoi? Il y a une phrase citée dans un film, c'était de Robert Bresson, à la fin, dans une prison, un film des années 50, avec un jeune homme qui dit à une jeune femme « Quel chemin il m'a fallu parcourir pour venir à toi ?» Et c'est à la fin de la vie, au moment où on pousse justement son dernier soupir, c'est surfait, mais où on ferme les yeux et où on se remémore tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a aimé, qu'on a construit, qu'on a vécu, et qu'on se dit qu'est-ce qu'il n'a pas fallu faire pour en arriver là. Et le moment est toujours différent parce qu'on ne sait pas quand, comment et pourquoi on termine. Donc c'est ça, c'est de savoir pourquoi j'aurais fait tout ça à la fin de ma vie. Tom, est-ce que vous croyez en Dieu? Non. Non. J'allais vous demander, qu'est-ce que vous demandez dans vos prières? Pas de prière alors? Dans ce que j'appelle de mes vœux d'être en bonne santé le plus longtemps possible, et pour le reste, je me débrouillerai pour être heureux. Vous vous adressez à qui dans vos prières? Je fais pas beaucoup de prières. Je
J'ai été un peu superstitieux quand j'étais jeune, mais plus du tout maintenant. Je suis libéré de tout ça. Pensez-vous que le président Emmanuel Macron va démissionner avant la fin de son mandat ? Je ne le crois pas, je l'ai croisé quelques fois, je ne le connais pas personnellement, je ne partage pas vraiment sa ligne politique, je lui reconnais une passion pour Machiavel, il avait fait je crois une thèse sur Machiavel et je lui reconnais d'être assez... mais je ne dis pas ça pour sanctionner Emmanuel Macron, pour lequel je n'ai pas de sympathie politique par ailleurs, mais... Je lui reconnais d'être très habile politiquement et de parvenir à brouiller bien souvent les pistes et les cartes, mais je pense que c'est un homme qui ne lâchera pas le pouvoir, au contraire, qui pensera à sa succession et qui voudra positionner quelqu'un et quelques-uns pour la suite, mais je l'imagine très mal lâcher le pouvoir alors qu'il l'a démissionné, sauf cas particulier, je ne sais pas ce qui peut se passer après pour des événements plus... d'une toute autre nature, mais j'imagine vraiment pas... Emmanuel Macron démissionné, non. Quel est le critère essentiel que vous recherchez chez votre partenaire de vie idéal ? Chez une femme, la tendresse. Qu'est-ce que vous regardez en ce moment sur Netflix ? Je regarde pas Netflix, j'ai pas d'abonnement Netflix. J'écoute, les seules vidéos que je regarde sont des vidéos plus des reportages, on va dire, ou des audios ou des vidéos. Où ça ? Et sur YouTube essentiellement. Et il y a de très bonnes chaînes YouTube. Que ce soit en français ou en anglais, mais il y a énormément de bonnes chaînes YouTube aujourd'hui. Une chaîne YouTube que vous pouvez nous recommander ? Synapse en économie, par exemple, qui est très sérieuse. Vous avez y a mon ami Mathieu Faraco de Librairie Riche, par exemple. Et quand on a envie de se détendre, juste de pas trop penser à tout ça ? Bah là, vous regardez un film, vous pouvez en regarder, mais moi je regarde pas des séries, c'est trop long. Non, si, des films, mais pas des séries. J'en regarde moins maintenant. Mais par contre, il y a certains films qui m'ont beaucoup marqué, j'ai beaucoup aimé le cinéma, et puis il y a même des films récents aussi qui sont de très bonne facture, même si sur la dernière décennie, vous prenez dans du pur divertissement, Night Call par exemple, américain, c'est très bien fait, il y a une vision de Los Angeles en plus qui est excitante, la nuit. Oui, j'ai cru comprendre que vous aimez bien les États-Unis. Oui, j'aime bien les États-Unis. Comment vous vous tenez informé de l'actualité ? Je lis beaucoup de rapports, de comptes rendus des organes décisionnaires. Je lis alors ça pour comprendre l'actualité. Après, sinon, comme tout le monde, je regarde les réseaux sociaux et Google Actualité. Mais sinon, s'il y a un sujet, par exemple, je sais pas, sur les cryptoactifs, je vais lire le rapport de la BRI là-dessus, ou sur l'Union des marchés de capitaux, les rapports qui sont rendus là-dessus, et puis là, j'arrive à me faire ma propre opinion, mais je lis de moins en moins les articles de presse. Il y a un journal que je lis tous les jours par ailleurs, c'est Les Échos, qui est... relativement de bonne facture, avec des journalistes comme sur l'économie comme Guillaume Benoît ou Nessim Haït Kassimi qui écrivent de très bons papiers. Est-ce qu'il vous arrive de collaborer avec les services de renseignement français ? Ils m'ont contacté, mais je vous dirai rien de plus. Bah si, on a envie de savoir. Bien sûr que si. J'ai pas forcément envie de répondre. Donc on n'aura pas de suite par rapport à ça ? Bon, ça veut dire oui alors ? Non. Bah, s'il n'y a pas de réponse, c'est que c'est oui. Non. Moi, je le prends pour un oui. Absolument pas. Je vous dis qu'ils m'ont contacté. Mais si je vous dis non, vous allez me dire pourquoi. Donc ça peut être non. Mais je peux ne pas avoir envie de vous dire la raison. Donc le mystère reste total. On le laissera, voilà. Quel est l'endroit où vous aimez aller pour vous ressourcer ? Chez moi, dans ma maison, en Provence, qui est une maison de famille que mon grand-père avait construite lui-même et qui est restée qui a été rénovée, mais où je passe très peu de temps, qui est à la campagne, isolée au milieu des vignes et que nous avons pris soin de garder dans un état relativement simple, archaïque. Et... Un bel héritage. Absolument, c'est ça. Si vous pouviez inviter une personne à votre table pour déjeuner sans limite, qui choisiriez-vous ? Je choisirais Claude Sautet, le réalisateur, qui est mort, et je voudrais parler avec lui de, justement, mélancolie, de rapport homme-femme du cinéma des années 70, de France et de politique. Quelle est cette chose que vous aviez en vous lorsque vous étiez plus jeune, lorsque vous étiez enfant, et que vous auriez aimé garder en devenant adulte ? La fraîcheur. J'ai perdu, mais comme tout le monde, mais c'est normal, une forme de naïveté, mais ça m'a été beaucoup plus rentable par la suite, mais cette naïveté me faisait faire encore plus, je m'y efforce un peu plus aujourd'hui, mais j'ai perdu une forme de fraîcheur, effectivement, de naïveté. Votre voix, votre façon de parler, c'est naturel ou c'est quelque chose que vous travaillez ? On me le demande souvent, mais c'est naturel, je vous rassure, je prends pas des cours pour être moi-même ou pour parler avec ma voix. Ce serait assez fatigant de parler avec une autre voix que la sienne, mais on me pose la question assez souvent. C'est vrai qu'au bout d'un moment, ça a été un peu agaçant, parce que quand je vois même sur les réseaux sociaux tout le temps, mais pourquoi est-ce qu'ils parlent comme ça ? Mais est-ce que c'est vraiment ça ?
Alors, on a envie de dire, et vous alors? Et parfois je regarde les photos de profil, je vais dire, est-ce qu'il me viendrait à l'esprit de dire, est-ce que c'est vraiment votre gueule là-dessus? Non, moi c'est vraiment moi, voilà, c'est tout, on peut pas... Ça vous agace? Ça m'agace, mais je comprends, mais c'est le revers, après je paye le revers de l'exposition, on peut pas, si on s'expose, dire je voudrais qu'on dise uniquement, mais c'est vrai que quand j'entends systématiquement, mais pourquoi avoir cette voix? Pourquoi? Excusez-moi, voilà, je veux dire, mais je peux pas faire autrement, quoi. Vous savez que ça existe, de travailler sa voix, de former sa voix, mais c'est quelque chose que je forme beaucoup de personnes à ça. Non, moi j'ai jamais, mais je chante très mal par ailleurs, vous voyez, par exemple, donc j'ai jamais travaillé ma voix et j'ai pas l'oreille musicale. C'est naturel. Selon vos proches, quelle est votre plus grande qualité? Téméraire, de loin. Et selon vous, quel est votre plus grand défaut? Avoir un trop plein d'énergie à canaliser, un manque de capacité à se canaliser parfois, à canaliser contrairement. On me dit parfois que j'ai l'air quand même assez calme, mais pas vraiment. Un grand manque à canaliser tout de même son énergie sur le long terme, ce qui est mon défaut, mais que je contrôle par ailleurs, sinon j'en serais pas là. Et selon mes proches, apparemment, parfois de pouvoir être un petit peu autoritaire. Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir? Souvent, je lis assez souvent si je suis seul, ouais. Mais c'est pas systématique, j'ai pas de rituel avant de dormir. Ouais, ça a pas l'air de vous enchanter en tout cas. Non, mais c'est pas ça, c'est que j'ai pas de problème de sommeil, par exemple, mais je m'endors assez facilement. Mais Parfait. J'ai pas une dernière chose à faire, voilà, ça dépend Merci des personnes beaucoup. qui m'accompagnent. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions, Tom, et de vous être prêté au jeu des questions rafales. J'aimerais juste revenir sur une d'entre elles. Votre peur, c'est la maladie. J'aimerais savoir quel est votre rapport à la mort. Il est assez tourmenté par rapport à ça, justement, parce que il y a une double dimension. Le premier, c'est que si c'est Schopenhauer là aussi qui disait généralement les vieilles personnes qui disparaissent à 90 ans ne meurent pas, elles cessent simplement de vivre. C'est qu'il y a deux façons de mourir en quelque sorte. Il y a le rapport philosophique à la mort où on imagine la mort, l'avant et l'après, ça n'a pas beaucoup d'importance, ou alors uniquement pour discuter, pour échanger. Puis après il y a le rapport physique de se dire c'est tout de même moi qui vais évoluer, vieillir, changer et peut-être être malade et mourir ou peut-être avoir un accident. Donc il y a ce rapport d'ultra protection en quelque sorte et de se dire la priorité, c'est quand même juste de se protéger ce qu'on aime aussi. Est-ce que vous avez peur de la mort? Oui, j'ai peur de la mort, ouais. J'y pense pas sans arrêt, mais oui, je pense quand même avoir peur de la mort. Dernière question signature du Manal Show. Ouais. Du haut de vos 29 ans, Tom, quelle est la leçon que vous avez apprise et qu'on n'apprend pas sur les bancs de l'école? Ça, c'est qu'il faut faire confiance à absolument aucune des personnes qui vous donneront des conseils, mais qui ne le font pas par amour pour vous. Les seuls conseils qui sont donnés et qui sont bons sont les conseils des personnes qui vous aiment, pas qui vous veulent du bien parce que ça peut les aider, pas qui sont vos associés, mais seulement les personnes qui vous aiment. Voilà. Très bonne leçon, merci beaucoup Tom d'avoir partagé tout ça avec nous. Vous savez, j'avais encore plein de questions à vous poser. Bon, le temps nous manque aujourd'hui. On organise un épisode 2 si vous le souhaitez. Avec plaisir, on reprend contact, avec grand plaisir en tout cas, c'est très agréable. Si on veut en savoir davantage sur vous, sur ce que vous faites, où peut-on vous retrouver? Vous me retrouverez déjà sur X assez régulièrement puisque je relais tout sur X, donc n'hésitez pas à me suivre sur X principalement, sur YouTube également, et puis après dans différentes émissions, à droite et à gauche si je puis dire, mais le fil conducteur c'est X. X, Tom Benoît. Absolument. Le seul officiel parce que j'ai une vingtaine de faux comptes qui prennent de plus en plus d'ampleur, je précise qu'il y a un gros problème un peu partout sur X, TikTok ou sur Telegram. Le revers de la notoriété. Voilà, il y en a un qui a 25 000 abonnés sur Telegram mais qui n'est pas moi et qui donne des conseils en gestion de patrimoine sur les crypto-monnaies, ce qui est très problématique. Donc c'est le seul compte qui avec la coche bleue. Voilà, exactement. Je vous souhaite beaucoup de succès, Tom, Merci dans tous vos futurs projets. Et à vous aussi, et beau succès à la chaîne et à vous personnellement. Merci beaucoup.